Toutes nos excuses pour ce léger retard. Cet hebdo du 6 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire qui vous présente sur ce plateau tous les week-ends des sujets d'actualité. Alors aujourd'hui, nous parlons de fraude au baccalauréat session 2020 au Cameroun. L'affaire connaît un nouvel épisode suite à une plainte déposée par le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova-Lyonga, à la police judiciaire au sujet de la fuite de certaines épreuves. 5 personnes ont été interpellées et écrouées à la prison centrale de Nkondengui le 2 septembre dernier. Une arrestation qui crée la polémique au sein des classes sociopolitiques. Alors, comment comprendre cette interpellation dans le cadre de l'enquête judiciaire qui intervient après les résultats de l'enquête administrative? Innocent ou coupable? Toujours dans cette émission, nous parlerons de ces élections régionales au Cameroun. Maurice Kamto du MRC et Nugent Fundi du MRC disent non à cet agenda politique prôné par le RDPC. Ces derniers estiment qu'il faut au préalable procéder à la révision du code électoral et un cessez-le-feu dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Interrogation: organiser des élections régionales dans les conditions actuelles, est-ce un pas dans la mauvaise direction? Faudrait-il de ce fait s'attendre à une nouvelle poussée de la violence dans cette partie du Cameroun? Sinon, pourquoi faudrait-il ou sur quoi faudrait-il compter? Après le pont de Misao qui s'est affaissé en juillet dernier, voici un deuxième pont détruit dans la ville de Maroua. Le pont du quartier Pala, les talus, ces piliers intermédiaires du pont se sont effondrés au matin du 31 août 2020. Un pont qui, comme le premier, n'a pas résisté à la furie des fortes pluies qui s'abattent ces derniers jours dans la région de l'extrême nord. Alors, comment comprendre la fragilité des infrastructures au Cameroun? Nous en parlerons sur ce plateau avec nos différents panélistes. D'entrée de jeu, nous prenons avec nous Madame Mba Akwen Nadier. C'est ça, bonjour. Alors, vous nous venez du MRC, du PCRN, autant pour moi, désolé. Vous nous venez du PCRN et vous êtes la représentante des ladies au PCRN, de la diaspora. Et vous êtes également pressentie pour les régionales qui s'annoncent à grands pas au Cameroun. Vous vivez dans la ville de Douala. La ville de Douala qui a récemment connu cette manifestation des chefs Sawa qui disent non à un chef traditionnel à Oussa dans le littoral. Comment est-ce que vous avez apprécié cette démarche? Merci Madame Mireille pour m'avoir passé la parole. Je salue tous les militants PCRN, spécialement ceux de Bamenda qui ont subi des atrocités ce jour-ci à Bamenda, et nous, le parti PCRN, nous donnons comme une solution le fédéralisme communautaire pour pouvoir éteindre ce problème. Moi, c'est Madame Ba Akwenate, vice-présidente chargée de la diaspora des ladies du PCRN. Madame Mireille, le sujet que vous m'avez donné est très pertinent et je vais me dédier en anglais. These traditional chiefs that were going on strike because it's a call for identity. It's a call for autonomy. They are trying to ask. They were trying to ask for what was rightly taken from them. So to me, I appreciate that as it's a natural phenomenon, or it's something that is normal, that passes. That's what's happening in Bamenda. So it has come to Douala and it has gone to the Sawa chiefs. Thank you. Alors, on a quand même vu dans la même lancée des Camerounais devenir maires en France et on parle du vivre ensemble sur l'ensemble du triangle national. Est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas penser que c'est un peu exagéré de la part de ces chefs Sawa? Pour moi, je dis c'est pas exagéré parce que le vivre ensemble veut dire nous pouvons, we can. It's something that we are supposed to live with one another. So these Sawa chiefs are just trying to take what rightfully was taken from them. Alors on ne pourrait pas parler de tribalisme exagéré? For me, it's not tribalism. It's not an exaggeration of tribalism. Merci à vous. Alors, à ma gauche, nous avons David Eboutou. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour madame, c'est un plaisir de répondre à votre invitation chaque fois qu'il s'agit d'un débat citoyen. Je viens de Yaoundé et donc je suis arrivé pour justement débattre des sujets de société qui nous intéressent tous. Parce que comme vous savez, l'actualité et la conjoncture sont particulièrement intéressantes ces derniers temps au Cameroun et il nous plaît de contribuer à la limite de nos moyens intellectuels à ce genre de plateau pour essayer d'apporter ce que nous pouvons apporter pour l'édification des uns et des autres.
Donc je vous remercie de cette invitation. Alors vous nous venez de Yaoundé, justement, où un récépissé de déclaration d'association signé du préfet Jean-Claude Tila de regretter mémoire a été remis à l'Askouba Bekam, je le dis, entendant association des couples Bamileke Betty du Cameroun. Quelle appréciation faites-vous de ce hockey et justement du projet en lui-même? Je n'ai pas particulièrement suivi cette actualité, mais ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que je vois déjà une espèce de foisonnement. Nous étions là en train de parler du vivre ensemble quand madame parlait, et j'ai cru entendre que dans cette association, il y a en même temps des gens qui se disent ressortissants de l'Ouest, vous avez dit, et du centre. Si cela rentre dans un cadre de l'émulation et des bienfaits qu'il y a dans ce que nous exaltons sous le but de vivre ensemble, ou que nous appelons de tous nos voeux, dans un contexte où les irrédentismes tribaux et ethniques sont de plus en plus vénérés, je dis pourquoi pas saluer cette action-là. Mais maintenant, cela arrive quand même dans un contexte où le préfet de Yaoundé, vous savez qu'il est décédé, et d'aucuns disent d'ailleurs que cela a été révélé simplement récemment, parce que le besoin où le vide se faisait déjà pressant, et les Camerounais du centre se posaient des questions sur le où était passé leur préfet, et donc quand la réalité était décédée depuis, et qu'on a dû au forceps comme ça dire aux Yaoundéens que leur préfet n'était plus. Pourquoi maintenant? Je n'en sais tout rien sur cette question d'opportunité, mais comme je l'ai dit tantôt, si ce récépissé rentre dans le sens d'exalter le vivre ensemble que nous tous nous souhaitons, pourquoi pas, tant mieux. Alors, est-ce qu'on serait tenté de penser que ce projet vient en quelque sorte renforcer la relation entre Betty et Bamileke, parce qu'on a très souvent vu sur les réseaux sociaux, même dans la classe politique, des gens dire qu'il y a une guerre ou bien une sorte de mésentente et un conflit Bamileke-Betty? Je suis de ceux qui ne veulent pas souvent rentrer dans ce type de débat, parce que je pense que ce sont les politiques qui manipulent quelques éléments de tribalité qui peuvent susciter le débat et servir quelques intérêts qu'ils portent. Je ne sais pas lesquels, parce que c'est des thèmes très dangereux, et on a vu en quoi certains pays se sont souvent exposés quand ils rentrent dans ce type de débat-là. Et donc, les politiques, eux, ils savent pourquoi ils prennent plaisir à manipuler des éléments de tribalité pour opposer telle ethnie à telle autre ethnie. Mais dans le fond, si vous voulez mon avis propre, ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun. Je crois qu'il y a de temps en temps quelques dissensions, quelques mécontents, quelques problèmes qui peuvent survenir, mais la manipulation qui survient souvent l'est du fait des politiques qui pensent souvent tirer profit de ces problématiques qui sont des problématiques sociétales et qui peuvent subvenir partout et qui peuvent être réglées. Les Betty et les Bamileke ont toujours vécu au Cameroun ensemble, ont toujours vécu à Yaoundé, partout aujourd'hui, moi je vis à Yaoundé, partout aujourd'hui dans les nouveaux quartiers de Yaoundé, il n'y a pas des nouveaux espaces qui sont plus occupés par les Betty ou que par les Bamileke, c'est-à-dire on les retrouve partout. Et on voit très bien que rien que par cet aspect des choses-là, par cet exemple-là, il y a une volonté pratique ou empirique de ces peuples-là de vivre ensemble. Mais maintenant, chaque fois qu'on présente ou qu'on donne une peinture de ces éléments-là sur des médias, cela davantage l'est du fait, comme je l'ai dit tantôt, de quelques politiciens en mal parfois d'idées qui pensent qu'ils peuvent pouvoir manipuler des éléments de tribalité pour tirer des prébendes politiques derrière. Mais c'est regrettable parce que cela montre d'aventure que ces gens-là n'ont pas toujours les idées qu'il faut pour pouvoir capitaliser un certain nombre d'électorats. Mais dans le fond, je le redis de façon sentencieuse, je pense qu'il n'y a pas de problème de tribalisme au Cameroun. Merci à vous, David Eboutou. Pierre-Emmanuel Bignam, bonjour. Merci d'être là avec nous. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de représenter une fois de plus le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur ce plateau. Alors, il y a beaucoup de mouvements au MRC ces derniers jours. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Qu'est-ce qui se passe au MRC? Oui, le MRC se porte à merveille. Le président national est rentré dans l'une de ses prérogatives pour redynamiser certains départements, certaines équipes. Et donc, c'est quelque chose qui est une logique. Il a récompensé les uns et les autres
qui sont entrés dans le directoire national et d'autres sont devenus des conseillers spéciaux du président élu Maurice Kamto. Et puis, au niveau de la région du littoral également, il y a eu des réaménagements. Donc, le sentiment est meilleur. Les troupes sont redynamisées, galvanisées davantage. Moi-même, je suis l'objet de cette promotion. J'ai été promu coordonnateur régional du littoral en charge de la communication dans le bureau régional du littoral 1. Donc, je pense que le MRC se porte très bien et nous sommes prêts par rapport à tous les projets dans lesquels nous sommes engagés. Alors, parlant de cette sortie du président de votre parti, le premier constat que l'on fait, c'est qu'il accorde une place de choix à la jeunesse. Est-ce un pied de nez au RDPC qui présente très souvent des visages d'une certaine tranche d'âge? Le MRC, à travers le président élu, qui est en même temps son président national, Maurice Kamto, promeut la culture de l'excellence. La culture de l'excellence et du mérite. Voilà pourquoi dans ces différentes nominations et dans les réaménagements que nous avons connus en interne, il y a effectivement une montée en puissance des jeunes parce que l'avenir non seulement du MRC mais du Cameroun appartient à la jeunesse. Le président Paul Biya avait l'habitude de parler de fer de lance de la jeunesse et de la nation en parlant de la jeunesse. Mais véritablement, on n'a pas vu pendant ces 38 ans au pouvoir qu'il y a une volonté de mettre les jeunes au devant de la scène et de leur donner des responsabilités. Alors je peux vous assurer que la jeunesse camerounaise est vraiment responsable. La jeunesse camerounaise regorge de toutes sortes de talents qui sont capables de relever des défis et des défis majeurs qui concernent notre société. Voilà pourquoi au sein du MRC, nous avons placé la jeunesse au centre de nos préoccupations. Et le président élu, Maurice Kamto, sait qu'il peut compter sur la jeunesse pour amener le Cameroun à atteindre des sommets dans tous les domaines, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique et même social. Alors au même moment, il a définitivement mis fin aux querelles qui opposaient Sosthène Medalipote à Bibou Nissak, le Sénacom. Finalement, qu'est-ce qu'on pourrait penser de cette sortie de Sosthène Medalipote? Est-ce qu'il a désavoué? Est-ce que c'est un désaveu? Je vais un peu donner quelques précisions pour les téléspectateurs qui nous suivent. Il n'y a jamais eu de polémique ou d'opposition entre le docteur Sosthène Medalipote et le porte-parole du président élu Bibou Nissak. Il faut que les Camerounais le sachent. C'est deux personnes qui travaillent dans la franche collaboration en se respectant l'un et l'autre. Bibou Nissak respectant son aîné qu'il appelle communément son père, docteur Medalipote, et docteur Medalipote respectant son jeune frère Bibou Nissak qui est bourré de talent. Alors vous n'allez pas tout de même nier qu'il y a souvent eu des tensions entre les deux quand même? Je suis en train de je vous donne des informations qui sortent de l'intérieur même de mon parti, de notre QG. Donc à part le Congossa, comme les Camerounais aiment le Congossa, du tout. Sauf si vous voulez entrer pour nous dire comment est-ce que ça se passe en interne. Mais je suis en train de vous dire que la relation est cordiale entre Bibou Nissak et Dr Medalipote, raison pour laquelle le président élu a récompensé le travail de Dr Medalipote en le nommant conseiller spécial du président élu. Et à part ça, il faut également relever que Dr Medalipote est un membre fondateur du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc il est d'office membre d'honneur à vie dans ce parti. Et Bibou Nissak est le porte-parole du président élu et c'est un monsieur qui est plein de talent, à qui j'ai beaucoup de respect. Et donc lui-même, connaissant la personne, ne s'est jamais opposé à son aîné Dr Medalipote. Et donc ces relations sont cordiales. Voilà pourquoi la communication du parti se porte à merveille. Et le MRC ne s'est jamais porté à merveille sur le plan communicationnel comme aujourd'hui. Merci Pierre-Emmanuel Bignam, le professeur Koyor qui est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour Mireille. Merci d'accepter l'invitation de STV sur cet hebdo. Merci. Alors avec vous, on parle de ce conseil de discipline dont les échos font beaucoup de polémiques. Certains observateurs, par exemple, parlent d'une opération de règlement de compte à l'approche des élections régionales. Oh, je ne pense pas. Vous savez, le RDPC est un parti organisé. Lorsqu'il y a des écarts de comportement,
les dossiers sont montés, instruits, et par la suite, on organise un conseil de discipline qui n'est pas à tête chercheuse. Ça, c'est pour ravigorer, réanimer le parti, éviter que les gens se découragent à travers un certain nombre de comportements. Je crois que tout parti organisé devrait le faire normalement. Sauf que certains militants de votre parti estiment que ce conseil de discipline, finalement, c'était un conseil à tête chercheuse parce qu'il y en a qui ont été privilégiés. Si on revient sur le cas du président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Djibril, qui s'est représenté pour un nouveau mandat alors qu'une circulaire, entre guillemets, du chef de l'État interdisait une représentation après 2 ou 3 mandats. Bon, il y a toujours, il n'y a pas de règles sans exception. Dans le RDPC, en tant qu'organisation suffisamment structurée sur l'ensemble du territoire, pour trouver opportun de laisser la latitude au président de l'Assemblée nationale de briguer un autre mandat. Ça ne veut pas dire que c'est de l'indiscipline ou bien c'est une discipline à tête chercheuse. C'est qu'à un moment donné, on a encore besoin des services de celui-là. Donc, je ne vois pas comment cela pourrait soulever les autres personnes. Donc, il faut que le RDPC fonctionne dans la sérénité et c'est tout à fait normal qu'il y ait ce conseil de discipline. À mon avis, on donne la possibilité à tout militant de se défendre. Ils peuvent même se faire assister par des avocats. Alors, professeur, expliquez-nous un peu la présence de Franck Hubert Atteba au cours de ce conseil de discipline. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas concrètement? Parce qu'on a eu dire qu'il était invité par le SG du parti. Moi, je n'entre pas dans ces genres de détails. D'abord, je n'étais pas dans ce conseil. Donc, s'il y a un observateur, si quelqu'un a envie de démissionner de son parti, il va aller lorgner ailleurs. Moi, je ne sais pas quelles sont ses accointances avec le parti. Donc ça, je l'ignore. Je ne sais pas quel rôle celui-là joue. Donc, moi, je ne peux rien vous dire à propos. Il sait pourquoi il est là et ceux qui l'ont invité savent pourquoi ils l'ont invité. Merci, professeur. Alors, on est avec vous, Denis Kwebo. Vous revenez de vacances du côté de la région de l'Ouest. Alors, comment se passe l'actualité de la région de l'Ouest, du côté de la région de l'Ouest? Non, j'étais dans ma plantation. Je ne suis pas intéressé par l'actualité particulière de la région de l'Ouest, mais je suis intéressé par l'actualité locale, nationale, internationale. Donc, je n'ai aucune raison de m'intéresser à l'activité. Je me suis intéressé par contre à ce que je faisais. Je n'étais pas seulement en vacances, j'avais changé complètement d'activité pour me consacrer à mon champ. Et alors, dans la région de l'Ouest, on parle également d'une fin de mandat pour environ 4 préfets, dans la Ménois, le Oncam, le Noun et les Hauts Plateaux. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être sauvé? Parce qu'on attend aussi le décret du chef de l'État. Alors, je vous dis en quoi je reviens sur les plateaux. J'avais d'abord envisagé de ne plus venir sur les plateaux. Je ne veux pas être comptable de ce travail d'abrutissement des citoyens camerounais à travers les plateaux de télévision. Vous pouvez me dire qu'il y a 4 préfets qui sont arrivés au terme de leur mandat. Les préfets n'ont pas de mandat. Ils sont nommés par décret. Et les lois au Cameroun donnent la possibilité au chef de l'État d'accorder des rallonges à tous les fonctionnaires. Le directeur général d'Assiatu, M. Chanongo, en a eu plusieurs fois. On a beaucoup de jeunes qui en ont eu. Pourquoi est-ce que... Parce que moi, je crains qu'il y a beaucoup de jeunes, des enfants qui sont au collège, qui nous écoutent, qui veulent bâtir, construire, c'est pas leur opinion sur ce qui se dit, et on donne l'impression que quelqu'un est arrivé au terme de son mandat. Si nous devons nous battre au Cameroun pour que de tels privilèges, et là, moi j'ai toujours été conscient de tels privilèges, il faut parler de ces privilèges, pas pour les préfets. Il y a des sous-préfets qui sont dans ces cas-là. Il y a des gens qui ont pour seule activité d'être opposants ou d'être dirigeants ou ministres. Pourquoi est-ce que je peux aller sur un plateau parler d'un préfet qui a eu une rallonge conformément à la loi? Ça, je dis, c'est pas bon pour un peuple qui veut avancer. J'ai également, tout à l'heure, en off, je disais que parfois c'est difficile de discuter sereinement dans un cadre partisan. Sur ce plateau, nous avons eu des débats sur un problème qu'il y avait entre Bibou Nissak et Sostin Médard à l'époque. Les intéressés même étaient ici. Et quand vous entendez un membre du parti dire de façon sentencielle que ce problème n'a jamais existé, comment est-ce que vous voulez que moi je réagisse? Et les Camerounais qui sont à la maison, ils écoutent ça, ils savent qu'ils se disent qu'il y a une théâtralisation
dans les médias. Il faut qu'on arrête. Donc, comme je viens aujourd'hui là, c'est l'ancien Denis Kobo qui revient. Je peux être cruel avec des termes lors des débats désormais. Moi, je n'accepte pas, à moins qu'on ne m'invite plus sur les plateaux, je ne peux pas accepter qu'on dise un certain nombre de choses sur les plateaux de télévision. Ça, c'est aussi mon devoir, parce que ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ce travail-là. Et il faut avoir le courage de la vérité. Essayons de dire des choses telles que le Cameroun peut cesser d'apparaître aux yeux de certains comme un village. Nous ne sommes pas un village, nous sommes un pays. Et tous les pays du monde, j'ai suivi une vidéo l'autre jour où quelqu'un nous disait que sur le plan international, Djibouti et les États-Unis sont sur le même pied d'égalité, de façon factice ou formelle. Mais est-ce que dans les faits, principiels, est-ce que dans les faits, Djibouti c'est les États-Unis? On est en train de construire un Cameroun. J'ai également entendu madame dire que quand les chefs Sawa descendent dans la rue à Bonabiri, ils réclament ce qui leur dit. Ou les populations Sawa. Je ne sais pas si ça dit. Vous savez combien de personnes vivent à Bonabiri? Moi, j'ai à peu près les chiffres de recensement. C'est combien de personnes vivent à Bonabiri? Ce n'est pas parce que 4 pélés, 2 tondus descendent dans la rue à tel coin ou tel autre pour réclamer le départ ou l'arrivée de l'autre que le Cameroun est en train, n'est-ce pas, de devenir un Bantoustan. Non. Moi, j'ai habité, mes parents, à moi, étaient, ma grand-mère a une parcelle de terrain à Besseke, je crois dans les années 20, quelque chose comme ça. Oui. J'ai des parents qui vivent à Besseke. C'est-à-dire à quelques mètres de la maison de feu M. Tamko, que tout le monde connaît au Cameroun. Donc, lorsque aujourd'hui vous entendez ce qui se dit au sujet de la chefferie, M. Tamko a toujours été chef. J'ai mon propre frère, qui est décédé, qui était journaliste, chef du tournoi de Grand Bessa Yaoundé. On n'a jamais entendu parler d'un problème à ce que Feu Clovis Nujo soit chef. D'où vient-il que subitement, dans les médias, c'est que tel ne peut pas être à tel endroit, tel autre, c'est qu'on a permis aux Mbouks de prendre la parole en public. Et un pays qui est organisé, structuré, ne peut pas permettre que n'importe qui aille, n'est-ce pas, porter les opinions publiques, surtout que nous sommes sur satellite. Je peux militer également pour une loi pour que tous les médias ne montent plus sur le satellite. Chaque citoyen n'a pas le droit d'aller sur les médias, distiller des opinions qui ne reflètent pas la réalité de ce pays-ci. Donc on peut avoir l'impression que dans tous les quartiers, les gens se battent entre eux. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour des régions du Cameroun. Les Camerounais sont beaucoup plus en paix qu'on le pense. Mais chaque jour, il y a un groupuscule de 0,01% de personnes qui créent des incidents pour montrer que nous sommes en train de voguer rapidement vers le déluge. Ce n'est pas vrai. Donc, je crois que nous avons des responsabilités en tant que jeunes Camerounais de faire en sorte que cela ne se passe pas ainsi. Il faut construire un débat fondé sur des matières informationnelles réelles. Quand on dit réel, ça veut dire que ça reflète ce qui est. J'ai voulu dire ça parce que quelquefois, moi j'ai du mal. Merci Denis Kwebo. Je crois que nous avons écouté. On va prendre une transition. On revient derrière pour parler de cette question de fraude au baccalauréat 2020. D'entrée de jeu, fraude au baccalauréat session 2020 au Cameroun, l'a fait connaît un nouvel épisode suite à une plainte déposée par le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Lova Lyonga, la direction de la police judiciaire au sujet de la fuite de certaines épreuves. 5 personnes ont été interpellées et écrouées à la prison centrale d'Onkondengui ce 2 septembre. Une arrestation qui crée la polémique au sein des classes socio-politiques. Comment comprendre cette interpellation dans le cadre de l'enquête judiciaire qui intervient après les résultats de l'enquête administrative? Innocent ou coupable, David? Alors, on ne peut pas répondre tout de go à cette question, innocent ou coupable, simplement parce que l'enquête, justement, est en cours. L'instruction suit son cours et je crois que l'instruction peut s'arrêter à tout moment si le juge d'instruction décide qu'il n'a pas suffisamment d'éléments. On peut accorder une liberté provisoire aux enfants, on peut, bref, cela revient au juge d'instruction qui a la charge de ce dossier. Mais ce qu'on peut dire, c'est parce que j'ai cru percevoir dans votre propos le fait qu'il y ait aujourd'hui une grosse indignation dans l'opinion publique qui ne comprend pas la mise sous mandat de dépôt de ces enfants-là qui se retrouvent écroués aujourd'hui à la prison centrale de Yaoundé-Kondengi. Oui, cette indignation est justifiée
dans la mesure où on se rappelle très bien tout le scandale qu'il y a eu à la suite de ces révélations, où on a retrouvé des épreuves qui ont circulé sur les réseaux sociaux, etc. Il se passe effectivement que Madame la ministre des enseignements secondaires, le professeur Yonga, a ouvert une enquête au sein de son département ministériel, et cette enquête-là a quand même connu un résultat. Il y a eu une sanction administrative de ce côté où 7 individus, dont 3 professeurs d'enseignement généraux, 3 agents de maîtrise et 1 agent décisionnaire ont été frappés de sanctions de suspension de 3 mois de solde. Et on se serait attendu que cela, dans une certaine mesure, soit même accompagné d'une sanction pénale, comme ce qui est en train manifestement de se passer aujourd'hui pour les enfants. Et ce qui se passe donc, c'est que quelques temps après, alors que nous croyions que les véritables coupables, c'est-à-dire ceux qui avaient été épinglés par Madame la ministre des enseignements secondaires, avaient été déjà désignés comme tels, et peut-être que d'autres sanctions allaient être entreprises contre eux, on nous présente des enfants qui étaient également sous le coup d'une enquête depuis par la police judiciaire depuis 3 semaines, qui se retrouvent aujourd'hui placés sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Konegi. J'ai voulu savoir un peu plus. Je suis allé parler avec celui qui est aujourd'hui présenté comme le symbole de cette incarcération-là, le petit Kevin Ngassam, que j'ai retrouvé à la prison centrale de Konegi, qui m'explique tout naïvement qu'il a partagé une épreuve qu'il a reçue sur les réseaux sociaux, et il ne comprend même pas le fait que cela puisse être un délit qui le conduit aujourd'hui là où il est. Parce que, rappelons-le, c'est quand même un délit dont on nous a dit. Là, j'ai consulté mon avocat qui me disait c'est l'article 163 qui peut être condamné, qui est répréhensible. Oui. On parle de 3 mois, un mois, 3 mois. À 3 ans. 3 ans d'emprisonnement ferme. Et 25 je crois de 25 000 à 3 millions de francs, je crois 2 millions de francs CFA. Et donc, de manière tout à fait naïve, cet enfant-là l'a fait, et se retrouve là sans qu'il n'ait véritablement mesuré que cela aurait pu être un délit. Donc, ce qui peut intéresser aujourd'hui et qui peut questionner la trajectoire de ce dossier, c'est de savoir quand même pourquoi le juge d'instruction a trouvé mieux s'attarder sur ce qu'on peut considérer comme comment dire, la périphérie du dossier, c'est-à-dire que ces enfants-là ne sont pas au début de la chaîne. Quand on nous a présenté ceux qui ont été placés, ceux qui ont été placés sous le coup de la sanction administrative, ce sont quand même eux qui travaillent à la cellule de la reprographie, à la cellule informatique, etc. Et c'est eux qu'on aurait pu imaginer qu'ils viendraient à assumer la responsabilité des fuites qu'on nous a présentées. Maintenant qu'on prend ça, est-ce que c'est forcément, il fallait absolument trouver un bouc émissaire, ou alors trouver une solution facile pour calmer l'opinion qui commence à se poser des questions sur cette actualité-là? Je pense que c'est là où vient l'indignation. Mais maintenant, comme on dit qu'on ne commande pas toujours les affaires en cours, nous militons, moi étant de la société civile, et m'occupant spécialement de ces dossiers des détenus, je milite en faveur d'une trajectoire de grâce qui peut aller dans le sens de mobiliser les voies et moyens qui se retrouvent aujourd'hui dans le nouveau code de procédure pénale, qui permettent au juge d'instruction de voir dans quelle mesure accorder une liberté, ne serait-ce que provisoire, à ces enfants-là pour pour qu'ils ne soient pas dans une disposition psychologique à penser que sa vie est détruite. Parce que quand vous parlez avec ce jeune homme qui ne fait même pas l'âge qu'on lui attribue, il a 18 ans, effectivement, il faisait terminal C, et quand vous le voyez, il est tout frêle, tout chétif, il ne comprend même pas, il a l'impression qu'il va mourir, et c'est dans cette posture-là que je préfère m'aligner aujourd'hui, à me dire, ok, nous allons plaider la grâce, une grâce entre guillemets, c'est-à-dire les mesures de clémence, allant dans le sens effectivement de voir dans quelle mesure le juge d'instruction peut mobiliser des moyens de droit qui sont contenus dans le nouveau code de procédure pénale pour ne pas absolument dire le droit avec le fer et le marteau qu'on connaît et se retrouver en train de briser entre guillemets la vie de ces enfants-là, parce que le droit en même temps, ou alors la justice également, est un moyen qui sert à humaniser ou alors à réguler dans une certaine mesure. La justice, ce n'est pas toujours le marteau, l'enclume, le fer, etc. Et il nous semble aujourd'hui qu'avec la conjoncture ambiante, des actualités comme celle-là peuvent venir s'ajouter à des actualités plus chaudes qui peuvent nous amener dans d'autres dédales plus incontrôlables. Donc c'est plus dans cette position-là que je préfère m'allier aujourd'hui. Mais pour sortir, je comprends
parfaitement l'indignation des Camerounais qui ne comprennent pas cette posture comment dire, de voie de mesure qui font que, bon voilà, on ne comprend pas pourquoi les gens sont en liberté et qui sont plus proches du dossier et que les autres se retrouvent. Merci David. Merci David. Alors professeur, est-ce que vous pensez que ces personnes qui viennent d'être incarcérées doivent rester impunies? On parle d'impunité au Cameroun finalement. Je dirais d'abord que l'éducation est un droit fondamental. Et je me dis, en réalité, il n'est pas question aujourd'hui pour nous de juger de l'opportunité de sanctionner ou pas. Parce que ces enfants ont été pris la main dans le sac. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris dans un réseau, mais c'est parce qu'ils ont fraudé. Moi, je suis, monsieur, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Écoutez, je vous dis, laissez-moi, je ne vous ai pas... Écoutez, monsieur, vous n'avez pas de leçons à me donner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, je dis, moi, je suis une enseignante. Et c'est qu'à l'université de Douala, lorsqu'un étudiant a fraudé, il est suspendu pendant 3 ans. Parce que nous ne pouvons pas vouloir... Écoutez, monsieur, vous me laissez parler. Si vous aurez la parole. Mais vous n'êtes pas enseignant à mon niveau et à mon établissement. Donc j'ai ma vision. Mais à votre niveau, je ne pense pas. Voilà, je dis donc, vous me laissez m'exprimer. Allez-y. Et je dis, il est question de notre système éducatif. Parce que si on peut laisser les enfants frauder en toute impunité, simplement parce que les gens vont dire... Pourquoi il a 18 ans, il a 5 ans. Il y a une prison de mineurs. Il y a des prisons de mineurs. Hein? Et je me dis, en réalité, si nous voulons que nos diplômes soient valables, on ne peut pas encourager les enfants à frauder. Moi, si c'est mon enfant, je l'ai dit quelque part, si c'est mon enfant qui fraude, je vais le fouetter. Sauf que ce sont les enseignants. Parce que j'ai dit, en réalité, vous qui encouragez les enfants à frauder, les enseignants il y a déjà... Monsieur, vous me laissez m'exprimer. Ce sont vos collègues qui ont fait fuiter les preuves, madame. Voilà. Et je me dis, le ministre a déposé une plainte. Il est beaucoup plus pédagogique que ceux qui ont commis ce forfait soient sanctionnés. Mais maintenant, si après l'analyse du juge, ils trouvent qu'ils peuvent bénéficier de circonstances atténuantes, il n'y a pas de leçon à venir donner à un juge qui fait son travail. Parce que la loi dit qu'on sanctionne deux. Moi, j'étais à l'université de Yaoundé, il y a 25 ans. Il y a des filles qui avaient des épreuves, qui sont allées voir un enseignant pour avoir le corrigé. Ils avaient reçu 6 mois. Et ils ont été suspendus. C'est ce que je sais. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on crée cela. Il faut quand même que lorsque nous avons un diplôme de baccalauréat, les gens disent aujourd'hui que nos diplômes n'ont plus de valeur. Il ne faut pas encourager. La fraude, est-ce que vous pouvez mesurer l'impact social d'une fraude? Un médecin qui va frauder, il n'aura pas la capacité de soigner, il va tuer des gens. Alors, professeur, est-ce qu'il ne faudrait pas soigner le mal à la racine? Demandons peut-être des circonstances atténuantes, mais ne donnez pas l'impression. Ne donnons pas l'impression que le juge n'a pas fait le travail ou bien que le ministre n'a pas fait ce qu'elle avait à faire. Professeur, est-ce qu'il ne faudrait pas soigner le mal à la racine? Parce que moi, ceux de l'office du baccalauréat qui ont fait fuiter les preuves sont vagues en toute liberté. Le juge a le dossier avec lui. On peut toujours dire que c'était à la reprographie alors que ça a été ailleurs. Cette affaire est pendante et nous l'abordons d'une façon superficielle. Et je me dis, si le ministre a déposé une plainte et que le juge trouve opportun de prendre ses enfants, peut-être il veut sonder plus pour connaître l'origine. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons des fraudes. Donc il faut savoir comment ça se passe. Hein? Donc c'est aussi une action pédagogique, ce n'est pas parce qu'on aura crié partout, l'enfant n'a rien fait. Ce n'est pas le jugement d'un enfant, mais c'est le jugement d'une fraude dans notre système éducatif. Donc moi je me dis, je ne peux pas me prononcer pour dire qu'on devrait faire ceci ou cela. Mais j'ai dit, en toute honnêteté, les enfants ont été pris la main dans le sac. Ils doivent être sanctionnés. Et maintenant, si le juge trouve qu'ils peuvent bénéficier des circonstances atténuantes, il le fera, mais ce ne sera pas la pression de la rue.
Alors, comment comprendre, Pierre Bignam, comment comprendre que cet adolescent ait commis le délit du côté de la région de l'Ouest et que l'affaire soit transportée jusqu'au niveau d'Onkondengue? Est-ce façon de dire que la justice n'est pas assez compétente à juger cette affaire dans la région de l'Ouest? Mireille, avant de me pencher sur cette question, permettez-moi de faire un petit recadage à M. Denis Nkwebo. Il faut que les téléspectateurs sachent, et vous les médias, commencez souvent à présenter M. Denis Nkwebo sur les plateaux, pas comme un journaliste, dans des débats où il faut être pertinent, mais présentez-le comme un militant engagé du Manidem. Ça, il faut que les gens le sachent. Ce Denis Nkwebo est un militant engagé du Manidem. Donc, il ne peut pas avoir une opinion qui ne soit pas en faveur de son parti politique et leur ligne éditoriale. Ça, il faut qu'on le sache. Donc, voilà, il n'est pas souvent sur les plateaux comme journaliste, c'est un militant du Manidem. Maintenant, quand je dis qu'il n'y a pas eu de problème entre Biboun Issac et le docteur Médal Duport, c'est vrai. Tout le monde sait que dans toutes les organisations, il y a des clans qui se créent. Ce sont des clans qui animent un certain nombre de polémiques dont les protagonistes eux-mêmes, les concernés, sont des victimes. Et je suis le porte-parole du mouvement pour la renaissance du Cameroun sur ce plateau. Même ce matin, j'étais en ligne avec Biboun Issac et aussi avec Dr Médal Duport. Alors, je suis la voix autorisée pour donner la bonne information à nos téléspectateurs, aux militants du MRC et aux Camerounais qui nous suivent, que ce soit ceux qui habitent le Cameroun, le pays, ou dans la diaspora. Voilà. Maintenant, alors, je reviens sur la situation de Kevin. Je rejoins rapidement, sans même perdre le temps, la position de David à propos. C'est une indignation qui est réelle et fondée. Nous ne comprenons pas comment est-ce que dans cette affaire de fraude à l'examen, il y a l'enquête que le ministère de l'enseignement secondaire a mis sur pied. Cette enquête a révélé 7 coupables de l'office du baccalauréat du Cameroun. On nous parle des sanctions dont on ne connaît même pas, mais ces 7 coupables sont en liberté. Ces 7 coupables sont en liberté. Aucun d'eux n'a été inculpé ou incarcéré quelque part. Et qu'aujourd'hui, l'une des choses qui choque, c'est qu'on met la main sur des mineurs. Non seulement on met la main sur eux, leurs familles ne sont pas informées. Parce que la maman de Kevin, par exemple, quand on déporte Kevin de Bafoussam pour la prison principale de Kondengue à Yaoundé, sa maman n'est pas au courant. C'est le lendemain, vers 10h, 11h, entre 10h et 11h, que sa maman a été informée par un coup de fil. Donc c'est un enlèvement. Le régime du président Paul Biya continue dans sa manœuvre de faire inculper des innocents plutôt que de punir des coupables. Alors, ces 7 responsables de l'office du bac, pourquoi sont-ils en liberté? La même loi, l'article du Code pénal de 163, ne concerne pas ces 7 responsables de l'office du baccalauréat Cameroun. Nous pensons qu'une fois de plus, nous avons la preuve que la justice camerounaise est à tête chercheuse. Il n'y a pas de liberté de la justice au Cameroun. Le principe de séparation de pouvoir entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif n'est pas respecté. Voici une preuve. On protège les fonctionnaires de l'office du baccalauréat Cameroun et ce sont des enfants, des petits-enfants innocents qui sont des victimes collatérales qui sont en train de payer aujourd'hui. Nous condamnons cet acte qui est une forfaiture supplémentaire sur la façon dont les affaires sont gérées au Cameroun. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces enfants bénéficient des circonstances atténuantes, bénéficient des procès. Quand on les enlève, par exemple, on les a enlevés, est-ce qu'on les a donné la possibilité d'avoir un avocat, chacun de ces enfants? À Bafoussam, il n'y a pas un tribunal qui puisse même juger ces enfants là-bas. Pourquoi déporter à Yaoundé? Ça, ce sont des actes de barbarie et même qualifiés de dictature. On ne peut plus continuer. Est-ce qu'on pourrait parler de dictature justement dans le cas d'espèce, professeur? Merci. Est-ce qu'on pourrait parler de dictature dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce. Vraiment, soyons sérieux. Monsieur Bignam, vous n'êtes même pas juriste. Parce que quand on dit des circonstances atténuantes, il faut d'abord que
les inculpés soient jugés, monsieur. Donc je dis, mais c'est elle qui m'a donné la parole. Je vous en prie. Je ne vous ai pas donné la parole. Mais je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît, merci. Professeur. J'étais donc en train de dire, cette affaire, nous ne faisons que l'effleurer. Ces enfants sont ce qu'on appelle, moi je ne suis pas juriste, ils sont prévenus. Ça veut dire que personne n'a été encore condamné. Et nous ne savons même pas le sort qui sera réservé à ceux qui ont, qu'on dit avoir photocopié pour envoyer. Parce qu'on ne sait même pas si c'est sûr. Mais je dis donc, on ne peut pas bénéficier de circonstances atténuantes sans avoir été même jugé, monsieur. Mais parlons quand même des choses que nous connaissons. Mais si nous ne connaissons pas... Tout le monde bénéficie. Voilà. Pas avant, pas a priori. Vous êtes d'abord jugé et après, le juge estime. Bon, moi je me dis vraiment, j'ai dit, il y a Maître Payer qui a essayé de dire ce que nous sommes en droit, nous qui sommes sur les plateaux, de dire, et ce que nous n'avons pas, le devoir en tant que citoyens, de propager. Parce que vous voulez seulement nourrir, enflammer les citoyens pour dire que telle chose a été mal faite parce que vous vous faites bien. Alors que c'est dans l'ignorance que vous voulez enflammer, vous voulez accentuer les haines entre les uns et les autres. Et je dis que cette affaire-là est pendante. Le juge est fondé à faire ce qu'il trouve nécessaire parce qu'il les juge et c'est son travail. Ici, là, nous sommes les communicants, nous parlons. Donc, c'est vraiment pas à nous d'aller en profondeur pour soulever les faits. Denis Kwebo, faut-il céder à l'émotion ou bien lutter contre l'impunité? Non, je suis complètement désarticulé sur le plateau. Il y a des gens que vous rencontrez parce que vous êtes sur un plateau de télévision. Et en temps normal, vous ne vous serez jamais croisé. Vous n'allez pas sur les plateaux de télévision pour imposer à ceux qui écoutent ce qu'ils vont écouter. Ce n'est pas le bavardage de Facebook où les gens veulent être plus forts que les autres. Moi, je réitère ici. Et là, parce qu'on va agresser sur votre émission, je suis un personnage public connu de beaucoup de personnes. Je ne suis pas quelqu'un qui, avant se masquer, il est arrivé un moment que je sois militant politique très actif, porte-parole d'un parti politique. Et j'étais sur les plateaux pour m'exprimer au nom de ce parti. Lorsque... Monsieur Bignam, vous voulez être désagréable avec moi pour que je ne sois... C'est vous qui m'avez agressé le premier, monsieur Kwebo. Oui. Donc, lorsque vous communiquez, vous devez d'abord vous-même avoir l'information. On ne peut pas ne pas avoir l'information, aller communiquer. Et un congrès de ce parti m'a accordé officiellement devant les journalistes une dispense et je ne m'exprime pas. Je ne prends pas la parole au nom d'un parti politique. Je ne fais pas la politique au sens actif comme vous. Je suis militant politique. Ça n'a rien à voir. Et puis, je ne peux pas me faire décerner un certificat sur mes qualités professionnelles par des gens qui n'ont pas été à la même école que moi. Ça, c'est ça les téléspectateurs qui peuvent juger. Mais il faut laisser que ceux qui regardent, ils sont informés. Je reviens encore sur cette affaire où quelqu'un dit c'est moi qui ai l'information. Moi, j'enseigne les sciences de l'information à l'école. Ce n'est pas à vous de dire que c'est vous qui avez l'information. Vous pensez que vous avez une information qui serait extraordinaire, mystique, que ceux qui vous regardent n'ont pas. Les communistes sont au fait de nos discordes tout le temps. Et vous ne pouvez pas venir dire que vous leur imposez ce que vous voulez qu'ils sachent d'une situation. Sur la question liée à l'incarcération des jeunes, je dis encore que j'ai émis des réserves sur l'impossibilité pour nous d'échanger sereinement sur un plateau, puisqu'on a des titres et des qualités différents. Ça peut poser problème. Lorsque nous allons dans le sens, sur le terrain du droit, alors soit nous sommes juristes, et on s'exprime en respectant au moins quelques éléments de droit, ou alors chacun va dans tous les sens. Et puis je n'impose pas mes opinions, c'est-à-dire qu'on est sur les plateaux 5 ou 6 parce qu'on est déjà sûr d'avance qu'on n'a pas les mêmes opinions. Donc il faut accepter la différence. J'accepte, moi je n'ai pas de problème à ce que Boutou Bignam ou Madame ait une opinion différente de la mienne. Ça, je crois que nous parlons pour ceux qui les regardent, nous ne parlons pas pour nous-mêmes.
Alors, on ne peut pas refuser à un citoyen de dire ce qu'il pense d'un fait. En ce qui me concerne, si je sais que tout le temps, la police et la gendarmerie ramassent les enfants dans la rue ici parce qu'ils ont vendu le chanvre. Les plus âgés ont 15 ans, 14 ans, mais on les envoie à Nubel ou à Koningui, à Yaoundé. Et très souvent, personne ne demande d'où sort le chanvre que ces enfants vendaient. Voilà. Alors, pour être serein dans les débats, il faut qu'on aborde chaque question là où elle se trouve, sans mélange. Si on mélange, on va avoir l'impression qu'on ne s'entendra jamais. Alors, si un enfant, y compris le mien, moi, mon fils a composé le bac, s'il se rend coupable de fraude, et je suis enseignant, s'il se rend coupable de fraude, il faut que les sanctions en la matière prévues lui soient appliquées. Si un dirigeant de l'office du bac organise la fuite, moi, il y a de cela plus de 20 ans que j'ai fait le bac, où il n'y a pas encore l'oral, il y avait encore l'oral à l'époque. Les fuites d'épreuves sont systématiques au Cameroun. Et ces fuites d'épreuves, pour ceux qui ont enquêté un peu dessus, servent généralement à aider les enfants qui sont dans les salons UP et qui ne vont pas régulièrement à l'école à s'en sortir. Ces fuites d'examen aident ceux qui sont dans le clientélisme à arrondir leur fin de mois, parce qu'ils vendent ces épreuves, ce n'est pas gratuit. Et ça se fait toujours. Il existe plusieurs mécanismes, parce qu'il ne faut pas qu'on vienne parler comme on a... Moi, j'ai lu des choses sur mon téléphone. Il existe la possibilité de faire imprimer de façon sécurisée des épreuves sur des terminaux dans chaque centre d'examen. La plus petite imprimante qui ne coûte pas 200 000 francs peut aider à faire cela en temps réel lorsque les enfants sont installés dans les salles de classe. Alors, donc, si il y a une opacité sur le système d'organisation des examens, c'est parce qu'on veut aider soit une classe, soit une catégorie, soit un certain nombre d'enfants à s'en sortir. Maintenant, sur l'enquête qui est en cours, ce n'est pas parce qu'on vous a interpellé à Bafoussam dans le cadre d'une enquête que vous serez jugé à Bafoussam. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. L'enquête est ouverte où? La plainte est déposée où? La fuite, c'est où? S'il y a une enquête qui s'intéresse à un réseau de personnes à des niveaux de responsabilité différents, les personnes qui sont impliquées on peut les prendre à Koussiri, on peut les prendre à l'extérieur du Cameroun s'ils ont voyagé, on les ramènera sur le lieu où la plainte a été déposée. Cette plainte-là, il y a une juridiction qui s'occupe de cette plainte-là. Et tous ceux qui seront interpellés seront jugés à cet endroit. Donc si vous êtes interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à Yaoundé, on ne va pas aller vous juger à Kumbo parce que c'est à Kumbo qu'on vous a interpellé. Et puis, nous ne pouvons pas nous substituer à ceux qui font ça. Donc, généralement, et je ne veux pas qu'on me dise que tel a nié les faits. C'est normal. Si quelqu'un nie les faits, ça c'est que sa version des faits. Et le fait qu'il nie les faits ne peut pas nous permettre de dire qu'il est... Nous n'avons aucun élément pour dire que ces enfants qui ont été interpellés sont les éléments essentiels de cette chaîne. Personne, nous ne savons pas. Par contre, je ne suis pas ému comme les autres. Et je ne serai jamais ému avec les autres, qui ne sont d'ailleurs pas émus, qui font circuler les photos de Kevin partout, sous prétexte de l'aider, alors qu'en réalité, ils veulent l'enfoncer. On n'a pas... Parce que la photo de cet enfant qui circule lui fait plus de mal que la sanction éventuelle ou la relaxe éventuelle. Sa photo a circulé, il y a la théorie de la première version. On a l'impression que sa photo fait de lui aujourd'hui un coupable fait, alors que rien, pour l'instant, ne montre qu'il est coupable de quelque chose. Donc, c'est déjà une faute grave de faire circuler de façon virale la photo de cet enfant comme si c'était lui qui était le directeur de l'office du bac. Il faut faire très attention. Merci, Denis. Merci, Denis. Nous allons aller écouter Maître Sim. Il fait partie des avocats de la défense. On va écouter Maître Sim sur la question. Il s'agit simplement de 5 jeunes gens arrêtés, au rang desquels 2 élèves, 2 étudiants et un enseignant
d'enseignement technique, donc, qui ont été arrêtés et qui sont poursuivis pour avoir partagé dans des réseaux sociaux, à travers les groupes WhatsApp, des épreuves du baccalauréat qu'ils avaient eux-mêmes reçues dans leur téléphone. Et ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir donc partagé ces épreuves-là. Ces jeunes gens ne sont pas à l'origine des fuites qui sont naturellement provoquées en amont. Eux, ils ne sont que réceptacles des épreuves dans leur téléphone. Et malheureusement, à ce jour, on ne poursuit pas en justice les personnels de l'Office du bac ou du ministère des enseignements secondaires, qui sont les deux organismes à partir desquels les épreuves sont conçues et gardées. C'est ce qui nous fait tiquer, parce qu'on ne comprend pas du tout que les auteurs principaux, qui sont d'ailleurs connus à travers une décision ministérielle qui les a suspendus, ne soient l'objet d'aucune poursuite, et que c'est les jeunes enfants, que eux n'ont que partagé, qui sont aujourd'hui entre les mains de la justice et, plus grave, jetés en prison à Yaoundé, à Kondengui. Écoutez, il y a là une politique de bouc émissaire qui est mise en place. On veut noyer le poisson. Il est évident que, je ne sais pas si on veut protéger quelqu'un, mais ce qui est évident, c'est qu'on ne poursuit pas les vrais auteurs de l'infraction reprochée à ces enfants. Je dois signaler que ces enfants ont fait 1 mois de garde à vue, ce qui est absolument illégal. Et ils ont été arrêtés hors de Yaoundé. Ils ont commis, entre guillemets, ce qu'on leur reproche hors de Yaoundé. Ils ne résident pas à Yaoundé. C'est très étonnant qu'on vienne à Yaoundé pour les y poursuivre. Et je pense que c'est vraiment absolument inadmissible qu'il y ait dans cette affaire 2 poids, 2 mesures. C'est une affaire d'équité. S'il faut poursuivre quelqu'un aujourd'hui, je pense, c'est d'abord au niveau de la fuite des épreuves qu'il fallait commencer par rechercher les vrais coupables et non pas au niveau des enfants. Ce qui est important à dire dans cette affaire, c'est que nous estimons que la justice a eu la main très lourde en mettant ces enfants en prison. On aurait pu faire autrement en les poursuivant libres, parce que d'autres personnes impliquées sont également libres et même ne sont pas poursuivies en l'état. Justice, sa tête chercheuse, vous êtes d'accord avec cet avis? Madame Mireille, I would say for me, it's this issue of the child who was being put in prison because of examination fraud. It's a fundamental thing and a very delicate topic for us to talk about. Because as a child, I would say these children are naive. And the primary suspect or the primary people that committed the crime are still out, languishing outside, enjoying themselves. Meanwhile, the naive ones, like those children, like the little boy who is in prison, 18 years, is just a naive child. He knows nothing. To me, he knows nothing. And I can say qu'on dit souvent que l'eau a coulé. Naturellement, pendant les examens, les enfants cherchent ce qu'on appelle en anglais spéco. Et si l'enfant a reçu cela, moi je veux dire que ce n'est pas de la faute de cet enfant, c'est de la faute de l'office du baccalauréat parce que c'est une chaîne. Il y a quelqu'un à l'intérieur qui a partagé les épreuves. Et moi je dis, et je redis, nous, en tant que le PCRN, nous plaidons pour que la peine de cet enfant soit assouplie en tant que parents, premièrement. Et nous appelons aussi à la ministre Maman Nalova Lyonga de pouvoir nous faire une justice qui n'est pas partielle. Parce que je peux dire que ces enfants, qui n'est pas partielle, parce que je peux dire, the primary suspect of the crime are still outside and they know. They are aware of those that committed the crime. But this little boy and his friends are in prison for a crime they are naively being accused of. And let me go to the point of, like people are saying, of the child is a minor. Naturally,
minors do commit crimes, and in Cameroon there is a code that says minors are being punished for their crimes. We are not talking about the age. We are talking about the impact of the way the case is been going. The way the case is going. The investigation team have discovered the real culprits, but they are still outside enjoying freedom. That is what I want to talk about. I want to forget about the age of the child, because a child of 14 years who kills goes to prison. Naturally, you will go to prison. So for me, I will call upon justice that is equal for everybody. If those children are in prison, those people who are in the office of Baccalauréat should also be in prison. That is what I see. Alors finalement, on parle de ce jeune, mais on ne va pas s'appesantir sur son âge, parce que ce n'est pas l'âge qui devrait faire débat, c'est l'image que le diplôme camerounais représentera finalement à l'extérieur, David Eboutou. Non, c'est vrai qu'in fine, la question de l'image ou la perception qu'on aura du diplôme camerounais va prendre un coup. Bon, ce n'est même pas aujourd'hui, parce que et ça me permet de revenir sur ce que madame a dit. Vous avez dit madame, vous pouvez me rappeler le nom de madame? Le professeur Madame Meyo, voilà. Alors, parce qu'elle a dit un certain nombre de choses que je ne veux pas laisser passer. D'abord, on peut plaider des circonstances atténuantes a priori. Vous savez, quand on ouvre une instruction, le juge d'instruction, oui, les avocats peuvent appeler, ou alors des magistrats qui nous écoutent, ou des juristes. Quand on ouvre une instruction, le juge d'instruction décide de vous placer en détention sur la base des éléments à charge qu'il a contre vous. Et c'est à partir de là qu'il peut décider que ces faits sont suffisamment graves pour vous placer sous mandat de dépôt. Les avocats qui sont dans son bureau avec lui présentent donc un certain nombre d'éléments qui militent sur le fait que vous ne soyez pas placé. C'est ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes se trouvent dans le nouveau code de procédure pénale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ces enfants-là, quelle est la dangerosité que pouvait représenter par exemple Kevin à être extrait de la société pour être placé absolument à Konengi, alors que le nouveau code de procédure pénale nous rappelle, et ça, je crois que les avocats de cet enfant l'ont rappelé au juge, que ce petit a un domicile, il a des parents, il peut avoir des garants, il peut avoir un cautionnement à verser, et tout ceci aurait bien pu militer pour que cet enfant comparaisse libre. Ce sont donc des éléments qui font que, a priori, le juge d'instruction n'avait pas toujours l'obligation de placer absolument cet enfant. On espère que dans la suite de l'affaire, puisqu'ils seront appelés de temps en temps en instruction, puisque le dossier n'est pas encore au niveau du jugement, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'instruction, et en ce qui le concerne, c'est un délit, c'est-à-dire que c'est de 6 mois, l'instruction peut aller de 6 mois à 12 mois, 6 mois multiplié par 2, donc 12 mois, et on espère que cela sera raccourci de manière à ce que, pendant la phase d'instruction, que le juge, parce que je sais qu'une demande de liberté provisoire va être introduite, que le juge effectivement puisse l'examiner pour que cet enfant-là aille comparaître libre étant en liberté. Donc cet élément-là, il faut l'écarter. Maintenant, sur un autre élément que madame a avancé, s'agissant parce qu'elle a cru mettre en avant le fait que sont ces enfants-là aujourd'hui qu'on devrait concentrer tous les débats. Non, elle a volontairement mis de côté ses collègues, les enseignants. Et on voit très bien que dans les déroulés, et on a suivi l'avocat de ces jeunes tout à l'heure, on voit très bien qu'il y a une volonté manifeste d'écarter les principaux responsables, qui sont ces gars qui travaillent à la reprographie, à la cellule informatique de l'office du baccalauréat, et qui entretiennent depuis des années, et Denis l'a rappelé, la pratique de l'eau. Au Cameroun, tout le monde le sait, l'eau. Peut-être que cela n'a pas fait des choux gras, cela n'a pas été révélé depuis, mais aujourd'hui, il faut peut-être qu'on commence à sanctionner ces gars qui sont tapis à l'office du baccalauréat et qui se font des millions de francs tous les ans dans ces questions-là. On a enquêté là-dessus et on a des éléments suffisamment graves et éloquents qui montrent que cette pratique est entretenue à l'office du bac depuis des années. Mais pourquoi donc ne pas donner un coup de pied directement à la fourmilière pour que cette pratique s'arrête? Tout le monde connaît la pratique de l'eau au Cameroun. Mais pourquoi aujourd'hui aller s'acharner sur des petits-enfants qui ne représentent aucun danger? Parce que je reviens sur l'indignation. On ne peut pas ne pas penser que ces enfants-là sont victimes de quelque chose aujourd'hui, même si on dit oui, du point de vue du principe, effectivement, c'est répréhensible. Mais le fait qu'ils soient aujourd'hui pris comme ça et jetés en prison, avec toutes les conséquences qui vont avec. Moi, l'une de mes principales batailles aujourd'hui, c'est d'humaniser la justice. Je ne me bats pour qu'on humanise la justice. Et une justice qu'on veut humaniser ne peut pas avoir à chaque fois la main très lourde sur des cas comme cela.
quel est l'intérêt à mettre sous les verrous un jeune qui n'a jamais fait la cellule, qui n'a jamais été interpellé nulle part, et qui, par un coup de naïveté, se retrouve directement à Kondengi, dans une société, dans une justice qu'on veut humaniser. Je pense véritablement que la suite devrait aller dans le sens d'évacuer rapidement ce genre de petits problèmes-là, qui ne devraient pas davantage venir s'ajouter à ce qu'on a déjà, qui sont de vrais problèmes, parce que, véritablement, une telle problématique, et si je sors par là, j'ai suivi madame dire que les problèmes de justice, oui, ne se règlent pas à la rue parce qu'on ne peut pas mettre la pression. Non, madame. Vous savez, moi, je fais partie de la société civile. Pas la rue, monsieur. Madame, moi, j'ai fait libérer des gens dans ce pays. Merci, David. Madame, non, je finis par là. Professeur, s'il vous madame, plaît, vous avez est-ce qu'on doit se permettre au nom... Madame, tu es calme. Du problème de tuer. Madame, vous ne montez pas le doigt. Merci, David. Alors, professeur, madame, c'est moi qui ai la parole. S'il vous plaît, C'est moi David. qui ai la parole. Je crois que j'ai encore la parole. Je vous retire la parole. Professeur, alors dites-nous, est-ce que doit-on se permettre au nom de ce que l'on est derrière un clavier ou de ce que l'on serait adolescent pour commettre certains délits? Moi, je me dis, c'est John Locke qui dit s'il y a la différence entre les hommes, même au niveau de leur talent, il faut indexer leur éducation. Si nous voulons des citoyens capables, si nous voulons que nos enfants soient de vrais citoyens, il faut qu'ils aient une bonne éducation. Et si nous voulons une bonne éducation, ce n'est pas à travers la fraude. Personne n'est là. Bon. Personne n'est là pour encourager qu'on mette des mineurs en prison. Mais nous sommes là pour des problèmes d'éthique dans notre société. Parce qu'on ne peut pas encourager notre système éducatif à fabriquer les faux diplômés. Parce qu'en réalité, nous serons indexés par rapport à ça. Et il était si petit, mais il savait qu'on vendait les épreuves. Et moi, je dis, en réalité, le ministre des enseignements secondaires, qui a donné des sanctions administratives à ceux qui ont photocopié l'épreuve, il n'est pas un juge. Rien ne nous dit que ceux-là ne seront pas indexés par le juge. Et on dit que comparaison n'est pas raison. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore mis cela en prison qu'on va incriminer le juge en disant qu'il ne devrait pas le faire. S'il y a Maître Sim qui a parlé tout à l'heure, il va donc demander la mise en liberté provisoire. Donc, mais moi je me dis, il le fera, c'est son travail. Mais le nôtre ici, nous voulons expliquer ce qui se passe. Moi, je suis là pour expliquer. Si vous êtes là pour juger les affaires, moi, j'explique. Bon, en réalité, nous ne pouvons pas, moi, en tant qu'enseignante, je ne peux pas encourager, parce que ça se fait même à l'université. Dans la salle d'examen, vous trouvez une fille avec un papier. Ici, comme elles ont l'habitude de le faire, vous faites un rapport et il sera traduit, l'étudiant sera traduit au conseil de discipline et suspendu. Ce n'est pas parce qu'on ne publie pas dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que ça se passe. Donc maintenant, qu'on laisse le juge faire son travail, il saura à quel niveau ces jeunes-là, d'abord, il n'est pas seulement, on a dit qu'il y a un enseignant dedans. Tout à fait. Voilà. Donc vous mettez seulement le jeune, il s'enseigne, il y a un enseignant dedans. Il y a même du personnel dedans. Donc ce n'est pas ce que les gens disent. Vous savez que les Camerounais ne disent jamais la vérité. Quelqu'un va vous dire, j'ai trouvé dans WhatsApp. Les épreuves ne se baladent pas dans WhatsApp, s'il vous plaît. Donc ça, c'est des allégations. C'est les allégations. Donc je me dis, laissez le juge faire son travail. Merci, professeur. Nous allons aller écouter l'avis de l'honorable Nourane Foster sur le sujet. Bonsoir à tout le monde sur le plateau. Alors, mon ressentiment par rapport à l'arrestation de 5 élèves et suite aux fraudes au bac, c'est que je suis plutôt très choquée de voir que ce sont plutôt les élèves qui sont arrêtés et mis en prison, alors que cette fraude en question résulte en fait de la fuite des épreuves de l'office du bac. C'est pas de la tricherie qui se passe lors des examens. Non, mais c'est plutôt une fuite des épreuves. Ça veut dire qu'il y a la responsabilité claire et nette du ministère de l'enseignement supérieur des dents. Alors quand on se penche sur la question, on se demande comment est-ce qu'ils ont été sanctionnés. Vous voyez que 3 personnes ont été suspendues, je pense, pendant 3 mois. Les autres personnes, on a laissé à la diligence, je pense, de l'office du bac, si je ne me trompe pas. Alors moi, je suis plutôt très choquée. Alors ça, c'est d'abord la première impression. Je suis extrêmement choquée
par rapport à la légèreté avec laquelle ce sujet est vraiment traité? Ou alors, comment est-ce que ça peut aller jusqu'à ce point-là quand même? C'est vraiment triste. La question qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire? Je pense que là, il est question de jurisprudence plus qu'autre chose. Déjà, je ne sais pas pourquoi est-ce que le juge a prononcé donc cette sanction-là. Encore que je me demande si c'est juste une sanction, puisque généralement c'est ce qu'on fait aux élèves. On sait qu'on colle généralement les élèves pendant peut-être 2 ou 3 ans pour qu'ils ne puissent pas composer. On parle notamment parfois des amendes. Ok, dans certains cas, il y a des emprisonnements, mais là, quand même, il s'agit, je le répète encore, d'une fuite des épreuves de l'office du bac. Ce n'est pas de la tricherie au cours des examens ou en salle, non. Il s'agit de fuite d'épreuves. Alors, il faut que chaque personne prenne ses responsabilités. Ces enfants doivent être libérés inconditionnellement. Ce n'est pas de leur faute si vous avez été incapable de protéger vos épreuves. Libérez-les immédiatement. Parce que franchement, il ne faut pas exagérer non plus. On est déjà assez stressé comme ça dans ce pays pour qu'on nous stresse davantage avec des choses pareilles et que des élèves qui ne sont vraiment pour rien. On parle des élèves, on parle des enfants de moins de 19 ans, se trouvent en prison comme ça. C'est tout de même incroyable. Incroyable. Il faut que ces enfants soient libérés. C'est des enfants. Il faut qu'ils soient libérés. Ils ne doivent pas payer pour les erreurs des aînés. Montrons un meilleur exemple. Montrons un bon Cameroun pour les générations à venir. Je pense qu'il y a lieu de jurisprudence et ça doit être appliqué. Élection régionale au Cameroun, Maurice Kamto, président du MRC, et Ni John Frundi, président du Social Democratic Front, disent non à la politique soutenue par le RDPC. Ces derniers estiment qu'il faut au préalable procéder à la révision du code électoral et un cessez-le-feu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Interrogation, organiser des élections régionales dans les conditions actuelles, est-ce un cas dans la mauvaise direction? Est-ce un pas dans la mauvaise direction finalement pour vous? Mireille, on this topic of regional elections, for me, I would say Ni John says no, Maurice Kamto says no, but us in the CPNR, we say yes. We went out for the regional elections. We went out for legislative and municipal elections, and we are going to go in for the regional elections. Because for a period in Cameroon where we are trying to go in for a decentralized states, 2 old people who have gone at the end of their career, to me, I would say they are old. They should go for retirement. They should go for retirement and let us do the thing. Because they are trying to give a special status to the Anglophones who are crying for a problem of autonomy and identity. Now, I will not believe that Ni John Frundi, first of all, he has run away from the war. He ran away and he's in the US. Is it in the US that he will come and be saying no for the regional elections? For us, we say yes for the regional elections and we are going to go. I did not come here to talk about any person or any political party, but I'm here to present the CPNR as a candidate for the regional elections. Thank you. Nous écoutons un extrait, un morceau choisi du président du MRC, Maurice Kamto, sur cette prise d'opposition. Notre pays est devenu un champ d'horreur. Attaque renouvelée de Boko Haram. Dans l'extrême nord, massacre de Ngarbou, assassinat d'une cruauté inouïe de Florence Ayafor, puis d'une jeune femme à Mouyouka, etc. Le tout sans une réponse adéquate de l'État. La pandémie du Covid-19, d'autres disent de la Covid-19, a fait des dizaines de morts et a traumatisé les populations sans que cela n'arrache la moindre compassion. Au regard de cette situation, organiser des élections régionales ou toute autre élection politique dans ces conditions ne serait rien moins qu'un mépris supplémentaire des préoccupations constantes des Camerounais et des suggestions réitérées des partenaires internationaux de notre pays. J'annonce que toute convocation du corps électoral par le gouvernement illégal et illégitime de Yaoundé avant la prise en compte et une mise en application effective des 2 exigences rappelées ci-dessus emportera automatiquement lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ pur et simple de M. Paul Biya du pouvoir.
celui qui est contre ces élections régionales est contre la décentralisation du Cameroun, celui qui est contre ces élections régionales est contre la constitution du Cameroun, celui qui est contre les élections régionales est contre les attentes, la volonté collective des Camerounais en général et des Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest en particulier. Puisque, pour que le statut spécial soit effectif et pour que sa signification soit sentie de manière réelle, il faut que les régions soient mises en place. Quel commentaire faites-vous à la suite de ces deux extraits? Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Au Cameroun, les élections sont de participation libre. Donc je préfère rester sur des éléments qui sont palpables. Donc, un parti politique est libre de participer à une élection ou de ne pas participer. Un citoyen est libre. Avant, j'avais des problèmes avec le PS, le 11 millions de citoyens à l'époque qui faisaient campagne pour les institutions. Je disais à l'époque, je ne sais pas, on ne doit pas aller forcer les citoyens camerounais qui veulent, n'est-ce pas, marquer de leur empreinte de la vie politique, doivent aller s'inscrire sur les listes. Donc si quelqu'un ne veut pas s'inscrire, qui ne s'inscrivent pas, parce que les inscriptions sont libres. La participation aux élections est également libre. Et votre question, tout à l'heure j'ai dit, j'évite désormais de me prononcer sur... si je donne une opinion, ça va fâcher les gens. Et la volonté des... Vous savez que la mauvaise gouvernance du RDPC a fabriqué beaucoup de héros. Donc chacun peut faire une grosse proclamation, provoquer des émotions. Lorsqu'on annonce une élection régionale, qui est la suite logique des élections locales récentes, législatives, municipales, on sait pour qui et à qui c'est ouvert. Alors, si le MRC, par exemple, décide de ne pas aller à ces élections, ou de boycotter, c'est comme si le Parti communiste chinois avait aussi décidé de boycotter ces élections. Étant donc qu'il n'y a pas voix. Par contre, le MRC est libre de donner son opinion sur cette élection. Mais de là à dire que je boycotte alors que je sais que je ne peux pas y participer, c'est un abus de langage. Et comme nous sommes en démocratie, il faut simplement reconnaître à chaque formation politique d'abord la logique de sa stratégie et le fait qu'il se prononce pour ou contre une élection. Pas pour ou contre l'élection parce que le président Kamté disait que le MSC ne laissera pas faire. Bon, on sait que ça c'est un discours politique parce qu'il laissera faire. Quand on dit qu'on ne laissera pas faire, ça ne veut pas dire qu'on va sortir une colonne pour aller bloquer les bureaux de vote. Ça va être tout difficile lorsqu'on demande à des personnes qui ne sont pas des acteurs d'un process ou d'un fait de les commenter ou de les admettre sur le plan des idées. Donc il y a une élection qui vient. Quand tu as fait une déclaration, c'est que moi, si moi je faisais de l'information au quotidien, je devais le suivre pour la suite de ce qu'il a dit. Et non demander à un tiers. Moi, je ne sais pas ce qui a lieu de cette élection. Quand tu as parlé, je n'ai pas à commenter puisqu'il dit je ferai ceci. Il faudra, le moment venu, dès que le corps électoral est convoqué, lui poser la question de savoir si ce qu'il a annoncé dans le sillage de cette élection va se faire. Mais comme j'ai dit, l'élection est libre, la participation est libre, vous pouvez ne pas assister. C'est un abus de langage pour un journaliste de dire qu'un candidat ou un parti qui n'a pas voix à une élection boycotte. Boycotter veut dire que le PSN peut boycotter, le SDF peut boycotter, oui, parce que le SDF a la possibilité de participer. Mais le MRC ne peut pas boycotter cette élection. Il peut exprimer une opinion, par exemple, contre ou pour un candidat. Ça, je ne sais pas comment sur le plan pratique ça va se faire, mais c'est toujours difficile que personnellement je m'engage
dans... Merci Denis. Alors, l'honorable Nitius reste l'un des rares hommes politiques ou l'un des rares députés à soutenir ouvertement le professeur Maurice Kamto dans cet engagement. Il dit d'ailleurs, je cite, « Quand toutes les voies de négociation consensuelles pour la réforme en profondeur des institutions sont bloquées, l'insurrection populaire, qui est une forme d'expression légitime, s'impose. » La question m'est adressée. Tout à fait. Enfin, vous êtes revenu vers moi. J'ai eu le droit d'avoir la parole sur ce plateau. Donc, ce que je vais dire, c'est que concernant la position du MRC par rapport au régional, nous avons une position qui est constante, qui n'a jamais changé. Et c'est une position que nous n'avons pas inventée. Vous avez de souvenance que le MRC est toujours dans un contentieux électoral avec le régime du président Paul Biya, que nous jugeons illégitime, mais qui est légal. Nous avons un contentieux qui est pendant à l'Union africaine sur la crise post-électorale. Donc ce contentieux n'est pas encore évacué. Et les recommandations de la mission d'observation de l'Union européenne du 9 octobre 2018 étaient claires, qu'il fallait absolument qu'avant toute nouvelle élection au Cameroun, qu'il y ait une modification de notre code électoral et qu'il soit consensuel. Alors, à la suite de la résolution des recommandations de l'Union africaine, il y a eu une résolution de l'Union européenne en avril 2019 qui exhorte le gouvernement camerounais à inciter un dialogue de révision de notre code électoral et pour avoir un code électoral consensuel. Et deuxième point, de résoudre la crise anglophone avant l'organisation de toute élection au Cameroun. Alors, il y a eu le Congrès américain qui s'est prononcé également en décembre 2019 en exhortant toujours le gouvernement camerounais à réviser son code électoral pour éviter d'éventuelles crises post-électorales et aller vers la résolution de la crise anglophone avant toute organisation d'une nouvelle élection. Alors, ce n'est pas une position qui est l'apanage du MRC, même au niveau de la classe politique nationale, tout le monde, ou presque, est unanime de l'urgence de réviser le code électoral avant toute autre élection au Cameroun, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit législative, qu'elle soit municipale ou encore moins régionale. Et ça fait que tous ces éléments réunis, plus la situation de l'escalade de la violence que nous observons actuellement dans le nord-ouest et le sud-ouest, dont le président élu Maurice Kamto a élucidé tout à l'heure dans son propos, sa sortie de lundi, où il parlait par exemple de l'assassinat de Florence Ayafor. Nous avons vu un maire, soi-disant élu, qui a été froidement assassiné à Manfé. Nous avons vu comment on égorge des jeunes filles. Nous avons vu le massacre de Ngarbou, qui est survenu au lendemain seulement de l'élection municipale et législative du 9 février. Le 14 février dernier, on a vu le massacre de Ngarbou, où des femmes enceintes, des enfants ont été brûlés, incendiés dans leur maison. Alors, cette escalade de la violence aujourd'hui dans le nord-ouest ne permet pas la tenue des élections. Ça confirme que, par exemple, les élections du 9 février étaient une véritable mascarade. Il n'y a véritablement pas eu élection. Et le SDF continue à se plaindre de ce qu'il n'y a pas eu élection dans le nord-ouest et le sud-ouest le 9 février. Voilà pourquoi le président national du SDF, Ni John Fundi, a pris cette position de rejoindre la position du MRC pour demander ou revendiquer la non-tenue de ces élections régionales qui serait une forfaiture de trop. Alors, il ne s'agit pas d'appeler les gens à l'insurrection. Non, nous avons une position qui est claire. Notre position, c'est d'amener le gouvernement camerounais, le régime de Paul Biya, à respecter les avis de ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, comme l'Union africaine, comme l'Union européenne, comme les États-Unis d'Amérique, et à respecter l'avis de la classe politique nationale sur l'urgence de réviser le code électoral et d'aller vers la résolution de la crise anglophone. Un article, par exemple, dans la loi sur organisant les élections régionales,
nous fait comprendre que on ne peut pas être candidat à une élection régionale si on ne réside pas de façon effective dans la région où on est censé tenir ces élections. Alors, les candidats aujourd'hui, on connaît le corps électoral des élections régionales. On sait que ce sont les conseillers municipaux. Pour la plupart, n'habitent plus les zones en guerre. Ils sont tous à Douala et Yaoundé. On sait que ce sont des chefs traditionnels, des chefs de premier degré, deuxième, troisième degré. Et la plupart de ces chefs sont dans l'élite. Et ils habitent Douala et Yaoundé. Ils ont quitté ces zones. Ces zones sont désertes. Qui va aller tenir ces élections là-bas? Est-ce qu'il est possible qu'un candidat qui habite Yaoundé soit en train de faire ces élections, d'aller voter au nord-ouest ou bien au sud-ouest? Il y a eu les la présidentielle, municipale, législative. Mais si vous m'avez écouté, Mireille, si vous m'avez bien écouté, j'étais en train de dire que ces législatives, effectivement, étaient une mascarade, puisque le SDF aujourd'hui a une situation pendante et le Conseil constitutionnel a donné raison au SDF sur le fait que ces élections n'ont pas été bien tenues, n'ont pas été tenues et devraient être annulées dans certaines localités. Donc même le Conseil constitutionnel a confirmé que effectivement, il ne devrait pas avoir élection là-bas. Voilà pourquoi aller encore faire une autre élection aujourd'hui, ce serait une insulte, non seulement à l'endroit des Camerounais en général, mais une insulte à l'endroit des habitants du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce sera une confirmation de la partition du Cameroun. Et c'est à cela que nous ne voulons pas arriver. Et notre rôle en tant que parti politique et le rôle du président Kamto en tant que président élu, c'est d'attirer l'attention du gouvernement camerounais et du régime en place, de ne pas arriver à ce point-là. Merci, merci à vous, Bignam. Professeur, avec vous, on s'est dit qu'au sein du parti au pouvoir, l'on oppose au MRC la logique républicaine, la Constitution étant la boussole commune. De plus, le pouvoir parcimonieusement construit ne se prend pas dans la rue, finalement. C'est vrai. Il y a Bourdieu qui dit le problème de démocratie africaine, c'est l'incompétence politique. Et quand il parlait d'incompétence politique, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas lettrés, ils ont des diplômes et tout. Mais le langage juridique de la Constitution et des lois électorales n'est pas un langage simple, facilement compréhensible. Lorsque le copanéliste du MRC convoque l'article qui dit que pour se présenter à une élection régionale, il faut résider effectivement. Mais il n'est pas allé à côté pour voir ou bien avoir un domicile. C'est très important. Il faut résider ou bien avoir un domicile. Et le domicile dans le contexte camerounais, ça peut revenir en village. Donc si je suis en ville, je suis résident quelque part, mais mon village, c'est mon domicile. Ça veut donc dire que ce que vous convoquez là n'a pas de place ici. Je crois qu'il y a le copanéliste qui a dit en des termes très polis pour dire qu'on ne peut pas donner la parole à quelqu'un qui n'est pas partie prenante à un processus. Qu'est-ce que vous voulez que lui dise? 0 conseiller, 0 mairie. Ça veut dire 0 électeur, parce que le collège électoral est connu. Il va donc aller à l'élection, qui va le voter. Mais il est là simplement pour occuper l'espace sur le plateau, pour qu'on ne dise pas que le MRC a la bouche fermée. Moi, je dis, nul ne peut jouir de sa propre turpitude. La main avait été tendue, on a libéré Maurice Kamto avant les élections, pour lui permettre de glaner, puisqu'il estimait que il a gagné, il est le président élu. Il était donc chaud, puisque tout le monde était encore là, vivant autour de lui, pour qu'il montre effectivement aux législatives, aux municipales, qu'il a vraiment gagné l'élection présidentielle. Mais il a eu peur, parce que même la marche qu'il organise, il voit 100 personnes. Il s'est dit, je préfère me mettre de côté. Mais aujourd'hui, vous parlez d'une élection qui vous a échappé depuis. Donc moi, je me dis, on vous donne la parole sur les plateaux pour en parler, parce que c'est de la politesse des responsables de ces médias. Vous n'avez rien à dire. Laissez ceux qui peuvent dire que nous ne voulons pas. Vous ne boycottez pas
une élection à laquelle vous n'êtes pas qualifié. Vous ne pouvez pas aujourd'hui. Donc maintenant, tout ce que vous allez dire, c'est tout à fait logique et vous êtes dans votre rôle. Vous voulez qu'on dise que vous n'êtes pas dans l'ombre, vous existez toujours. Mais je veux simplement dire, l'organisation de l'élection régionale, c'était une résolution du grand dialogue national. Et c'est pour parachever la décentralisation. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez la décentralisation et vous ne voulez pas qu'on mette en place les organes de cette décentralisation. Mais je dirais encore que lorsque les gens convoquent à chaque fois, il y a les crises au nord-ouest, il y a les crises ici, il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas telle chose, telle chose. Les États-Unis, quand vous convoquez tout le temps, Lincoln a été élu pendant la guerre de sécession. Vous ne le savez peut-être pas. Macron qui parlait des séparatistes au Cameroun en des termes assez hautains. La semaine dernière, qu'est-ce qu'il disait? Parler du patron de votre patron. Voilà. Donc moi je me dis en toute honnêteté, lorsque une élection vous a échappé, et j'ai dit c'était pour votre propre turpitude, mais vous restez tranquille. Vous laissez les autres aller à l'élection, vous observez. Et maintenant quand l'élection présidentielle reviendra, vous allez faire comme il y a d'autres qui l'ont fait. Vous allez acheter un parti qui est un conseiller quelque part pour vous présenter. Peut-être que vous ignorez cette astuce-là. Donc, vous avez tout perdu. Donc, restez donc tranquille au lieu de... Vous divertissez les Camerounais. Au lieu qu'ils soient là en train de se préparer à une élection, vous dites qu'il y aura les marches, il y aura ceci. Je vous ai dit, et la fois dernière, on était quelque part, je vous ai dit, la souveraineté du Cameroun est nationale. La souveraineté du Cameroun est nationale. Hein? Elle appartient au peuple camerounais. Aucune fraction ne peut l'exercer. C'est la nation tout entière. Donc un parti politique ne peut pas dire non à ce que la nation a accepté. Le président Paul Biya a été élu avec la majorité que vous connaissez, majorité obèse. Et aujourd'hui, il est le seul. Et cette souveraineté est exercée par le président de la République et par le Parlement. Comment voulez-vous qu'un parti extra-parlementaire se lève pour appeler le peuple? Je vous ai dit l'autre jour, il n'a pas capacité, il n'a pas qualité, il n'est pas compétent à le faire. Donc maintenant, comme nous sommes, le président de la République vous a donné la liberté d'expression. Vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez. Mais ça ne change rien. Mais moi, je vous convie à changer de stratégie. Un parti politique n'est pas nécessairement un organe qui doit critiquer pour critiquer. Ailleurs, il y a une centaine de partis politiques aux États-Unis, ce que les gens ignorent, mais 2 partis dominants. Les autres sont là pour suggérer une force d'impulsion. Merci, donc, vous pouvez bien le faire. Vous n'êtes pas obligé de critiquer quand vous n'avez même rien Merci, à professeur. critiquer. Alors, David Eboutou, parlons justement de la résolution de la crise dite anglophone, ou bien la crise sociopolitique dans la zone anglophone, que revendiquent le professeur Maurice Kamto et Nidjon Frundi du SDF. On a vu se tenir à l'immeuble Étoile de Yaoundé une réunion portant sur le bilan du grand dialogue national. Quelle lecture faites-vous un an après? D'abord, j'étais à ce grand dialogue national. J'ai un peu vu ce qui s'est passé. Je fais d'ailleurs partie de celles des personnes qui ont regretté qu'on n'ait pas, du coup, au sortir de ce grand dialogue national, amorcé un certain nombre de propositions que j'avais trouvées pertinentes en son temps, alors que j'étais participant à ce grand dialogue national. Et donc, le fait de voir des mesures tatillonnes ou alors un dispositif de commission être mis sur pied après, cela m'a semblé créer un hiatus entre ce qui avait été fait et ce qui devrait être la volonté effective, ce qui avait été dit, ce qui devrait être la volonté effective de ce qui avait été proposé au grand dialogue national. Et cela m'a donné l'impression que entre les discours qu'on édicte toujours dans ces grandes assemblées-là et la suite en termes de praticabilité, il y a tout ce qu'il va falloir réparer. Et c'est peut-être ça aussi le problème du Cameroun. Nous sommes de très bons rhéteurs, de très grands sophistes. Mais quand il faut passer à l'acte, on ne voit pas toujours grand chose. Parce que aujourd'hui, le citoyen lambda qui nous écoute pourrait bien s'interroger
si effectivement il y a un certain nombre de choses qui sont faites aujourd'hui sur le terrain du nord-ouest et du sud-ouest, allant dans le sens de rendre pratique ce qui avait été fait. Je vais vous prendre un exemple. Un seul cas, ce qui a accroché au grand dialogue national concernant justement le nord-ouest, le sud-ouest, c'était cette histoire de statut de région à région spéciale qu'on accordait à cette partie du territoire. À ce jour, est-ce qu'on peut véritablement citer quelques éléments pratiques, concrets, qui démontrent que le nord-ouest et le sud-ouest ont quelque chose de spécial au vu de la conjoncture, au vu de ce qu'il réclamait, au vu du fonctionnement habituel qu'on a et qu'il décrit. Parce qu'en fait, il décrit cette décentralisation, il décrit ce centralisme exacerbé, cette prépotence de l'administration centrale de Yaoundé qui tend à tout contrôler au niveau de Yaoundé et qui ne leur reconnaît pas ce nombre de spécificités. Est-ce qu'on peut réellement penser qu'aujourd'hui, après cette disposition consacrant le statut de région spéciale à cette partie du territoire-là, il y a des choses qui sont faites dans ce sens-là? Je ne vois pas, peut-être sur ce plateau, on me dira qu'il y a ça aujourd'hui qui est concret, mais à mon niveau, et je crois que beaucoup qui nous écoutent pensent également qu'il n'y a rien dans ce sens-là. Et donc, c'est donc de bon ton que les leaders politiques qui font la météo politique au Cameroun s'accrochent sur ces éléments-là pour les mettre en avant. Parce que, et quelqu'un le disait sur ce plateau, ce sont d'abord des acteurs politiques qui ont besoin d'un certain nombre d'éléments d'actualité pour vivre politiquement. Et de ce point de vue, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on reprocherait au professeur Maurice Kamto de n'avoir pas fait cette sortie-là qui s'accrochent sur des éléments patents que tout le monde peut vérifier, que tout le monde peut trouver qu'ils pourraient être des éléments importants qui ne favoriseraient pas qu'une élection soit totale, qu'une élection remplisse le rôle pour lequel il est dévolu, qu'il est connu, et qu'il propose à son niveau qu'à la réalité, il pense que les Camerounais ne devraient pas faire ceci ou cela. C'est de son rôle, parce qu'il est leader politique, il est chef d'un parti politique. Pour Froundi, c'est un peu différent dans la mesure où vraiment, empiriquement, on connaît comment l'homme a toujours fonctionné à la veille des élections. Je pars, je ne pars pas, et puis les arrangements sous table, et puis voilà, on connaît la suite. Et d'autres, vous savez ce qu'on dit, qu'à la réalité, c'est souvent des petits arrangements. Et donc, ce parti est mort de sa belle mort, et avec les leaders qu'on connaît, qui préfèrent jouer au rôle, qui préfèrent jouer au jeu, dont eux-mêmes se complaisent aujourd'hui, je préfère ne pas penser qu'ils sont sérieux, parce que je sais qu'à la veille, ils diront qu'ils participent effectivement. Donc, pour le reste, je pense que peut-être également, il faut voir cette sortie du professeur Kamto dans une approche interpellative et de pression qui va dans le sens de rappeler à l'autorité gouvernante que non, dans un pays comme le nôtre, la priorité ne devrait pas toujours être l'élection. Et quand on sait que l'élection au Cameroun, in fine, c'est la distribution des prébendes. Parce que, regardez, on sort quand même d'une élection municipale et législative. Qu'est-ce que ces gens-là nous ont apporté jusqu'aujourd'hui, hein? Cela a fini par renforcer l'idée commune et générale de ceux qui regardent cette histoire à la distance et qui se disent, en réalité, on va au Parlement pour avoir quelque chose à manger, on va à la mairie pour chercher quelque chose à manger, parce que c'est là où, effectivement, c'est souvent parfois le rendez-vous de plusieurs chômeurs qui ne font rien et qui trouvent là matière à survivre, matière à subsistance. Et malheureusement, cette idée n'est pas combattue avec des éléments clairs qui pourraient amener les gens à penser que l'élection pour un pays en construction comme le nôtre est un grand moment qui vise à trouver des hommes capables de booster, capables de faire des réformes pour qu'un certain nombre de secteurs avancent. Ce n'est pas ça. Et étant dans cette logique-là, j'ai bien peur de penser de m'interroger à la fin pour me dire à quoi sert une élection régionale aujourd'hui dans le cadre qu'on sait, quand on sait qu'on va retomber dans le même travers, parce que avec le centralisme fort, la prépotence du centralisme fort qu'on connaît à Yaoundé, est-ce que on est réellement sûr que ces régionales, ces conseillers régionaux qu'on est en train d'élire vont aller dans le sens de réclamer une certaine autonomie des régions comme on l'incante partout, à savoir qu'effectivement on verra une forme de fédéralisme se mettre en place avec ce qui va être fait. Donc c'est des questions qui reviennent, mais qui malheureusement empiriquement nous réconfortent dans l'idée selon laquelle on ne peut pas
attendre grand chose et ça donne peut-être raison à ces leaders-là qui en profitent donc pour en faire l'actualité politique. Alors, merci à vous, David Eboutou. C'est avec vous qu'on referme ce sujet sur les élections régionales. Denis Kwebo, vous vouliez prendre la parole, mais le temps nous tient à la gorge. Le temps nous tient à la gorge. Oui, ici, c'est 30 secondes. 30 secondes. Oui. En 2018, on avait la chance dans ce pays de résoudre les problèmes en choisissant parmi les candidats à la présidentielle celui qui pourrait, n'est-ce pas, au mieux garantir ces intérêts-là. Il y avait une occasion unique pour les partis politiques de ne pas aller à l'élection en 2018. Donc c'est un raisonnement complètement trompeur et manipulateur pour un homme politique qui a participé à l'élection présidentielle de 2018, qui devait choisir le chef suprême dans ce pays, de venir dire, à moins qu'on s'adresse aux enfants de la CIL, mais si on s'adresse aux enfants qui ont un peu d'intelligence, personne ne peut dire que j'ai participé à l'élection présidentielle en pleine crise anglophone pendant que les morts se comptaient tous les jours, et que plus tard, quand la situation est même moins tendue, je dis je ne participe pas parce que je veux qu'on résolve la crise. Puisque c'est celui qui est élu à la magistrature suprême qui avait les coudées franches pour résoudre cette crise-là. Donc, il fallait, pour ceux qui veulent boycotter l'élection présidentielle. Quoi qu'il y avait beaucoup de voix ici, à l'époque, ils disaient qu'il fallait boycotter l'élection. Si tu ne peux pas dîner le matin et dire le soir que tu n'aimes pas manger. Merci Denis, on va vous interrompre, merci. Alors on va parler de ce pont, ce pont qui s'est effondré dans la région de l'extrême nord à Maroua, où on a vu cette délégation de 7 ministres du gouvernement échouer dans les eaux. Pierre-Emmanuel Bignam. C'est une image pathétique. Nous avons une délégation de 7 ministres qui vont à la rescousse d'une localité dont le pont s'est effondré et qui est dans les inondations. Et puis ces 7 ministres, finalement, c'est eux qui sont sous l'eau. C'est une image qui montre la réalité de ce que nous vivons au Cameroun actuellement. En fait, on a un problème qui se pose, qui est fondamental, c'est que le régime du président Paul Biya, pendant 38 ans, a fait la promotion de la médiocrité. Et cette médiocrité, aujourd'hui, se ressent dans tous les secteurs d'activité de notre société. Les marchés publics à qui on confie la construction de ces ponts-là et des routes sont attribués par des moyens de gré à gré, des gré à gré gangrénés de corruption et de clientélisme. Alors, ça fait que du coup, à partir de ce niveau, les ouvrages sont biaisés. Et pire encore, quand on va sur l'opérationnalisation de ces travaux, on constate que les responsables qui sont chargés de superviser ces travaux sur le terrain, qui sont généralement de l'administration publique et qui sont en charge de la réception de ces ouvrages-là, sont aussi plongés dans la corruption. C'est-à-dire que quand ils viennent réceptionner un chantier, ou bien le superviser, ils savent que pour telle œuvre, voici le dosage qu'il faut en termes de ciment, voici ce qu'il faut en termes de fer. Mais dans la pratique, lorsqu'ils viennent, la personne qui a gagné le marché leur surdoit, leur donne de l'argent, c'est-à-dire que les corrompent, et à partir de ce moment, ils ne sont plus objectifs dans l'évaluation de ces travaux. Donc, c'est une culture qui est devenue générale au Cameroun, la culture de la médiocrité. Les Camerounais ont perdu, c'est-à-dire que cet élan d'excellence qu'ils avaient à un moment donné sous Aïdjo, et c'est ça que le président élu, le professeur Kamto, à travers le MRC, propose aux Camerounais, ce projet de société qui va amener les Camerounais à aller revenir vers la culture de l'excellence, avoir le sens du devoir, le devoir de bien faire, l'interpellation de faire des choses durables pour notre société. Et ça se voit même dans sa vie personnelle. Quand vous regardez le parcours du président élu Maurice Kamto, c'est un monsieur qui est exemplaire dans son parcours académique, dans son parcours professionnel. Ce n'est pas par un hasard qu'il est membre du curatorium, qui est le conseil de l'Académie de droit international. Donc, qui est le conseil, je veux dire, scientifique de l'Académie de droit international. Alors, on n'arrive pas là par hasard. Et c'est cette culture de l'excellence
que nous sommes en train de promouvoir pour le peuple camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, vous voyez par exemple le déplacement de ces ministres, le pont qui est cassé. Je ne pense pas que ce pont coûte 120 millions. Mais ils ont loué un avion qui n'est même pas de la compagnie nationale, de Camerco, un avion de Ethiopians, à 120 millions, qui allait les déposer à Garoua. Alors, cet argent qu'ils ont loué, qu'ils ont utilisé pour louer l'avion, peut reconstruire ce pont. Pourquoi déplacer ces ministres? On sait qu'ils sont en mission, ils ont des frais de mission, ils vont louer des hôtels, ils ont pris des véhicules, mettre le carburant et tout ça. Le budget va se retrouver à 250 millions. Est-ce que c'est de ça que les populations ont besoin? Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchestration d'une administration publique incompétente, incapable de répondre aux problèmes des populations et de l'heure. Donc, nous sommes une fois de plus dans l'esbrouf. Le peuple camerounais n'a plus besoin de ce genre de comportement. Ils auraient pu perdre leur vie. Ça ne nous enchante pas. Ce serait un malheur de plus de voir les ministres de la République perdre leur vie comme ça. Et on questionne aussi le problème des cortèges au Cameroun. Ces cortèges, on connaît la vitesse avec laquelle ces cortèges roulent. Où est l'opportunité de rouler souvent à ces vitesses-là, dans des axes comme celui-là, à Mora? Où est-ce qu'on juge l'opportunité de rouler comme ça? Nous savons que, et en plus, la route n'est pas bonne. Et si la route n'est pas bonne, où est l'opportunité de rouler comme ça? Ce sont des cortèges qui sont blindés. Il y avait opportunité de rouler vite. C'était une zone en insécurité. Oui, bon, si c'est parce que c'est une zone, oui, en insécurité. Mais donc, nous, on questionne l'opportunité de déplacement de ces 7 ministres-là avec tout ce budget qui suit. Or, le problème à résoudre, c'est la reconstruction du pont. Et dans des délais très brefs, pour que le trafic continue entre les populations qui viennent de cette partie-là, et partie septentrionale et la partie sud du Cameroun. Il faut urgemment refaire ce pont-là. Donc, il n'y a pas opportunité de déplacer 7 ministres avec tous les budgets que cela fait. Ça questionne, comme j'ai dit, la mentalité qui a été développée, la culture qu'on nous a insufflée. Moi, je suis né, j'ai trouvé le président Paul Biya au pouvoir. Nous sommes ce fruit et ce que nous avons eu comme éducation, c'est que les femmes sont des stars dans notre pays. Ils sont adorés. Et c'est cette culture que nous avons eue, la culture de la médiocrité, la paresse, l'incompétence. Il faut changer de paradigme. Alors Nadjemba, est-ce que vous pensez que le gouvernement gagnerait à toujours reprendre des mesures préventives pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? On a vu des images qui nous viennent de l'extrême nord du Cameroun avec des inondations qui effraient. Mireille, on this topic, I would say the government is first of all a failure. It is a failure in the regime, because when I talk about the government, I talk about the regime, the RDPC. It is a failure in their inability to watch on the jobs they are giving out to companies, because it is not normal for a bridge that was recently built to just collapse like that. It means the materials they used aren't adequate. Why? Because there is a chain of corruption in the regime that says when you are being given a job, you will pay people, you will take, first of all, the budget which you're being allocated for that job is really huge. It is really huge. And then the money used to do the job is minor. It means there is a chain. Everybody wants to fill his stomach. That's the problem in the regime. That's the problem we are facing. So I would say the government has failed. That is why we are calling the people of CPNR. We want decentralization, so that all these centralized powers will come down to the regional, those that will be elected as the regional delegates, to be able to know what is really happening. I will congratulate one person who really does the job perfectly. Like, she was the one who was newly elected, and she's the one who is going down to make sure that these jobs are being done perfectly. So I will put in as guilty the government, first of all. The government, the Bias regime. The Bias regime is to be held responsible for all these atrocities, because they are not able to give Cameroonians what they want. They are not able to satisfy Cameroonians. To me, I would say they should go on retirement.
prendre la retraite. Professeur, elle parle de la retraite au sein de, disons, du parti au pouvoir, ou bien que le gouvernement Biya devrait prendre sa retraite. Vous savez que il y a les gens qu'on trouve en politique rien que dans l'imposture, dans des insultes, dans des injures. Vraiment, s'il n'y avait pas le plateau pour les injures, que deviendrait le MRC? Que deviendrait même le PCRN? Là où ils ont gagné les petites mairies, là, c'est la catastrophe. C'est pas vrai. On a tout dernièrement... Ça fait 3 mois. Non, écoutez, c'est déjà la catastrophe. Allez regarder là où vous avez les petites mairies. Bon, maintenant, si il a dit tout à l'heure, les gens veulent briguer les postes pour se remplir le ventre. C'est le cas du PCRN. Depuis qu'il est là-bas, est-ce que vous avez encore trouvé votre champion de raconter des choses? Il mange. Non, il s'est allié. Non, je ne dis pas qu'il s'est allié. Il est en train de manger. La bouche qui mange ne parle pas trop. Donc moi, je dis ce côté-là, vous laissez. Vous savez que nous sommes en plein changement climatique. Moi, j'ai mon enfant aux États-Unis, il y a 2 semaines, il m'a envoyé un message. Il me dit, maman, on nous a dit de rester tous dans les maisons, il y aura l'ouragan. Donc, il y a les changements climatiques partout dans le monde qui sont violents. Quand vous voyez ces ouragans aux États-Unis, vous allez dire que les États-Unis aussi sont des corrompus, on ne fait rien, mais il y a les forces de la nature. Les écosystèmes sont détraqués. On ne peut rien contre les catastrophes. Donc, il y a que, parfois, comme vous dites, les ouvrages peuvent ne pas être de bonne qualité. Et je sais qu'on prend toujours soin, lorsqu'on construit un ouvrage comme le pont, d'avoir un ingénieur de travaux. Si l'ingénieur de travaux, qui doit être un expert dans le domaine, ne peut pas faire le travail, n'allez pas accuser le gouvernement. Il est là parce que, non, monsieur, il est payé pour s'assurer que c'est la qualité et la technologie nécessaire pour les fermetures. Et maintenant, je dis, le président ne peut pas se mettre, il n'est pas ingénieur des travaux, premièrement. Il y a quelqu'un qui est ingénieur des travaux, qui a été désigné pour ça. En plus, il y a les changements climatiques. Vous ignorez que quand le climat se détraque, vous avez les ouragans, vous avez des pluies diluviennes, vous avez même, vous savez, à Douala, parce que les climats ont changé et que Douala se retrouve au niveau le plus bas, au niveau de la mer. Que quand il y a fonte des glaces dans l'Arctique, ça augmente le niveau des mers. Et quand il y a une pluie, ça veut donc dire que une zone comme Douala étant au niveau le plus bas possible, il y a une inondation. Ça, c'est des phénomènes de la nature qu'il faut comprendre. Mais je peux comprendre qu'il est nécessaire qu'on organise un plan de riposte, qu'on prévoit, qu'on anticipe. Parce qu'il y a les services de météo qui peuvent dire qu'il y aura telle ou telle chose. Mais vous n'allez pas accuser le président partout, même dans vos cuisines. Il doit venir cuisiner à votre place lorsque vous ne mangez pas. Donc, en réalité, je dis, vous avez des partis qui doivent montrer la preuve qu'ils peuvent contribuer. On vous attend. Vous avez aussi les mairies. Faites quelque chose. C'est les mairies de mon village. Et c'est les mairies de mon village. Et je sais ce qui se passe là-bas. Rien du tout. Allez d'abord montrer que vous faites quelque chose. Maintenant, pour le MRC, battez-vous. Allez acheter un parti comme le PCRN avait fait. Vous achetez un petit parti et prochainement, vous allez gagner. Et on va voir, on juge le maçon au pied du mur. Alors, Denis Kwebo, merci professeur Denis Kwebo. On enchaîne en 2016 avec l'affaissement d'une buse sur l'axe Yaoundé-Douala. 2018, c'est le pont de Yassa. 2019, effondrement du pont sur le Mizoï et 2020, effondrement du pont de Pala. Est-ce que le gouvernement ne pouvait pas prendre des mesures préventives pour essayer d'éviter ça? Est-ce qu'il faut toujours justifier quand c'est... Non, est-ce que moi je vois moi je suis comme Guignac a précisé tout à l'heure, je suis un épéciste. Sinon, épéciste, je suis... du Manidem? Je veux que c'est au-delà de ça. Je suis épéciste et je suis matérialiste. J'ai dit ça en même temps. Donc,
vous n'allez jamais me voir traiter le problème comme beaucoup de Camerounais. Le pour et le contre, c'est ce qu'on a appris en français à l'école. C'est ça que oui, moi je suis dans la dialectique. Mais à l'école, c'est la thèse et l'antithèse, qui n'a rien à voir avec la dialectique. C'est quelque chose qui ressemble à la dialectique et qui fait que nous échouons en tout, y compris en ayant une opinion publique médiocre. Le Cameroun a peut-être l'opinion publique la plus médiocre du monde. Les gens pensent à tort et à travers, du sommet jusqu'à la base. Et ça pose un problème. J'ai vu sur la toile des images terribles concernant l'accident du cortège ministériel. Oui, j'ai beaucoup d'enfants. Et je vois des gens rire parce qu'il y a un accident de la circulation. Est-ce qu'on peut rire sur un accident? Moi, je suis au volant tous les jours, au moins 2 fois par semaine. Je ne sais pas qu'un adulte peut rire d'un accident de la circulation. Même si c'est mon pire ennemi. Certains soutenaient l'argument selon lequel... Il était même décédé. Non, certains soutenaient l'argument selon lequel il fallait... Il fallait pas les crocodiles. Non, en fait, que ces membres du gouvernement prennent conscience des réalités, des difficultés réelles que subissent les populations sur le terrain. Il est complètement idiot et stupide de penser comme ça. Surtout lorsqu'on a des enfants. Si le Cameroun devait s'arrêter à nous, on se permettrait ce genre de choses. Nous sommes en train de structurer une opinion pour prendre en charge notre pays. Il ne s'agit pas de ce pour que deux ministres. Mais moi, je m'en fous des ministres. Qu'est-ce que vous avez à faire avec un ministre? Sauf que, tout en étant un adversaire objectif du régime, je note que de plus en plus, les ministres de BIA bougent lorsqu'il y a quelque chose. Est-ce que vous allez m'empêcher de noter ça? Ils bougent, ils sont au moins allés. Avant nous, leur reprochons de ne pas aller, de faire comme si rien ne s'était passé. Voilà. Donc les Camerounais sont aujourd'hui, ils constatent que désormais, on ne joue plus. On bouge, même si on ne viendra rien faire, on bouge quand même. C'est un pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas remercier le président Biya, comme les autres personnes le font, mais on note que quand il y a un incident, on a des ministres de la République qui bougent. Et c'est leur responsabilité de bouger. Alors, il faut aussi que je dise, je vous ai dit que c'est comme ça que je parlerai désormais. Il existe des moyens d'État dans tous les pays. Et on peut mettre 10 milliards, 100 milliards de francs CFA en jeu pour sauver un Camerounais dans un fleuve. Il faut que les Camerounais comprennent comme ça. On ne peut pas aller sur les réseaux et dire pourquoi on a mis 10 milliards pour sortir un corps. Si un citoyen camerounais est tombé dans l'eau, nous pouvons mobiliser tout l'argent de ce pays-ci pour aller sortir de là. Ce sont les moyens d'État, à condition que cela soit utilisé pour rehausser quand même que le pays est terne. On veut donner l'impression que on va tous mourir. Non. Donc il existe des actes dans un pays qui donnent quand même envie d'être encore Camerounais. Donc pour cela, n'attaquons pas les ministres parce qu'ils sont allés en cortège. N'attaquons pas les ministres parce qu'ils sont allés avec Éthiopiens. Je connais les journalistes qui ont passé toute leur vie à défendre ceux qui ont tué Kamer, qui ont défendu ceux qui ont tué Kameko. Donc, vous êtes surpris de voir que les gens ont mangé l'argent de Kameko. Quand on veut les poursuivre, vous dites qu'il ne faut pas qu'on les poursuive. Ils mangent l'argent de Kamer, il ne faut pas toucher. Au Cameroun, on ne touche plus à rien. Alors, vous êtes surpris de voir qu'on prend un Éthiopien. Vous voulez comprendre qu'il faut quel avion, qu'on aille prendre le Dja. Mais il n'y a plus de Dja et personne, les gens qui sont émus là, n'ont rien dit. Donc, c'est normal, l'État peut engager 10 milliards pour transporter les ministres. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du pont. Il ne s'agit pas du pont, il s'agit du fait que l'État du Cameroun est responsable de la sécurité de tous les Camerounais. Et s'il y a un problème quelque part, l'État doit se mobiliser pour cela. Essayons de moderniser notre opinion publique pour que ce ne soit plus seulement la vidéo qui circule. Ce qui se passe, c'est que je crois que les responsables gouvernementaux ont pu voir toucher. Il y en a qui ne vont pas au nord. Il y a beaucoup de Camerounais qui disent non avec la boussole. Il y en a qui ont la chance d'être allés au nord. Quand vous allez au nord, vous voyez comment c'est qu'on appelle les maillots. Il y a eu tout un projet dans ce pays pour faire des ponts métalliques dans toute la région de l'extrême nord. J'avais discuté avec l'ancien ambassadeur des États-Unis qui a fait plusieurs tours chez le président Biya. Et le projet de pont métallique, je ne sais plus où il en est. Qui connaît de gros parce que vous pouvez parler des ouvrages. On fait quel ouvrage sur le sable mouvant. Vous pouvez creuser 10 mètres. Vous n'avez pas le niveau de terre plein nécessaire, c'est dans les maillots. Et c'est à fait normal que, quelle que soit votre ingéniosité, rien ne tienne là. Et les gens avaient proposé, n'est-ce pas, des ponts métalliques.
Donc, on ne peut pas, ce n'est pas en un an qu'on décide de résoudre ces problèmes-là. Maintenant, pour ne pas fâcher beaucoup de personnes au RDPC, il ne faut pas toujours les passer. Oui, parce que je me suis rendu que moi, je fais partie de ceux qui donnent des chèques en blanc à tel parce que c'est un opposant. Ceux qui ont la charge de gérer le pays, non, ceux qui ont la charge de gérer le pays doivent bien le gérer. Ceux qui aspirent à gérer doivent bénéficier de la même critique de notre part en tant que citoyen. Il faut les catastrophes partout. Moi, je travaille partout sur ces questions de crise humanitaire. C'est la qualité de la réponse qui est importante. Donc, on peut noter que si les gens se déplacent de façon prompte, en cas de catastrophe, c'est important. S'ils font une meilleure évaluation de la situation, c'est ça qu'on attend. Et ce n'est pas en 2 ans que c'est fait. Depuis 10 ans au Cameroun, ce qui a été fait n'est pas ce qu'il y a à faire en 28 ans. Pourquoi? Vous avez parlé du pont de Mayaï. On est en train de refaire partout les ponts sur l'axe de Yaoundé. J'ai fait Yaoundé par exemple l'autre jour. On est en train de faire ce travail. Il faut que ce travail soit fait sur Douala, Bafoussam. Il faut appeler ça de nos voeux. Il ne faut pas qu'on passe le temps à créer des faits divers sur des choses qui sont essentielles pour notre pays. Et il ne faut pas effrayer le dirigeant, qu'il soit ministre, ou qu'il soit préfet ou sous-préfet, ou même un opposant, qui, n'est-ce pas, propose des idées pour que cette société se transforme. Merci Denis. Est-ce que finalement, David, le tout c'est d'effectuer les déplacements quand il y a des catastrophes quelque part ou bien quand il y a des incidents quelque part? Est-ce que le tout c'est de dépêcher des ministres, aller voir et puis après on attend 1, 2, 3, 4 ans, on ne voit aucun résultat concret sur le terrain? Je le disais déjà en prologue, ici. Je crois que le problème de notre pays a toujours été qu'il y a une grosse différence, un grand hiatus entre ce qu'on édicte, les grandes décisions qu'on prend dans les bureaux feutrés à Yaoundé et ce qui est fait sur le terrain. Et parfois le timing qui sépare les deux vaut souvent une éternité. Et c'est ce qui fait justement penser à l'opinion que nous sommes que rien ne va. Parce qu'on laisse trop de temps entre les dégâts qui se passent quelque part et justement la réactivité qu'on apporte aux problèmes posés. Et je crois que cela l'aide aussi pour... cela rentre dans la schématisation qu'on a fait de du processus de la pensée même de l'État central. À savoir que quand vous voyez le président Paul Biya aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tout centralisé et qui pense que voilà, tout doit être protocolaire. Le chef de service doit traiter un dossier qui va l'envoyer au sous-directeur, directeur, ministre, conseil technique, primature, secrétariat général, présidence qui va attendre pour avis, pour renvoi, pour étude, pour contre-expertise et tout ça. Tout ça prend énormément de temps. Et ça fait donc dans un pays qui a tout à refaire comme le nôtre, vous voyez très bien que pendant qu'on veut se concentrer sur un problème, un autre problème se crée et des poches de problèmes finissent par se créer, on se retrouve dans un bourbier de problèmes. Oui, je pense, oui, Kouébou a raison de dire que il faut déjà bouger pour aller constater qu'il y a un problème quelque part. Mais maintenant, est-ce qu'il faut s'arrêter là pour donner l'impression? Parce qu'en même temps, cela peut être vu comme du politiquement correct. Parce qu'ils voyagent en même temps avec un ramdam de journalistes de la CRTV qui vont nous raconter des histoires dormies debout pendant 2 mois sur la même actualité. Il faudrait que dans les jours qui viennent, qu'on nous dise effectivement, après le passage de tel, voici ce qui est fait concrètement. Mais à côté, et c'est là où je partage les propositions qui ont été mises ici, il y a un autre problème. Tout aujourd'hui au Cameroun est devenu systématiquement corrompu. Le marché qui sera donné à qui? Aux frères du ministre, à la sœur du ministre, à la belle-sœur, ainsi de suite. La conséquence, c'est ce qu'on voit, à savoir qu'un pont qui a été conçu pour 50 ans se retrouve en train de faire moins de 10 ans, s'écroule. On se retrouve dans une forme d'éternel recommencement. Et le fait qu'on soit aujourd'hui à multiplier un nouveau budget pour réparer ce qui... pour mettre de l'argent sur ce qui devrait être fait ailleurs, nous régresse plutôt que d'avancer. Donc, je pense qu'il est important qu'aujourd'hui, l'État central, à travers ses dirigeants principaux, se mobilise pour mettre un peu de sous dans ce qui ne va pas. Parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup de matériaux vétustes à gauche et à droite. Et il y a des directions
on nous a parlé d'une direction de la protection civile qui se trouve, je crois, au MINAT, qui doit de temps en temps faire un peu de prospective, faire le tour du pays, recenser ce qui ne va pas, des zones à catastrophe, pour justement mobiliser un certain nombre de moyens et ne pas toujours attendre que des dégâts qui peuvent être même mis sous le coup de la météo soient commis pour qu'on en arrive à se mobiliser. Donc, en gros, je pense qu'il faut, s'il y avait un mot qui doit résumer tout ça, c'est aussi la proactivité dans l'action gouvernementale. Merci David Epoutou, merci à tous les panélistes de cet hebdo du 6 septembre 2020. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis chez vous.